Donc, bonsoir et bienvenue aux Entretiens de Nice, un événement organisé par l'EDEC Business School en partenariat avec le CUM, la ville de Nice et Nice Matin. Ce soir, nous ouvrons le dernier volet de ce cycle de conférences interactives, cycle qui a pour but, je le rappelle, de partager les réflexions des professeurs de l'EDEC avec les Azuriens que vous êtes sur les grandes questions d'économie, partager, dialoguer avec vous et partir des faits, rien que des faits, et de leur analyse. Ce soir, nous avons Noël Amanc et Daniel Aguet, professeurs de finance. Et avant de leur céder la parole sur le rôle de l'État dans notre économie, sur son implication dans le développement des entreprises et sur l'impact de cette implication dans la création d'emplois, je voulais juste vous rappeler le principe de ces conférences interactives. Donc deux types, tout au long de la conférence, je vous poserai des questions et vous aurez la possibilité d'y répondre par SMS. Pour cela, il vous suffira de composer le numéro que vous pouvez d'ores et déjà noter, le 06 79 82 59 48. Alors, on va essayer de l'afficher. Voilà, le numéro donc qui s'affiche, le 06 79 82 59 48. Quand vous serez d'accord avec la proposition, vous en verrez un. Quand vous ne serez pas d'accord, vous en verrez deux. Voilà, c'est complètement gratuit pour vous, donc n'hésitez surtout pas à participer. Sondage donc, dont nous connaîtrons les résultats en direct grâce à notre partenaire Commode. Et ensuite, donc, autre temps fort de l'interaction, donc sans attendre cette fois-ci de sollicitation, vous n'hésitez pas, vous réagissez, là aussi en direct, c'est le même numéro, toujours le 06 79 82 59 48. Et là, nous prendrons les questions les plus pertinentes à la fin de l'intervention et les professeurs Noël Amanc et Daniel Aguet y répondront avec toute la sincérité qu'on leur connaît, la lumière des faits, rien que les faits et leur analyse. Donc passons aujourd'hui à l'analyse de la question qui nous réunit, le rôle de l'État, son implication. Daniel Aguet, c'est vous qui commencez. Merci Christelle, bonjour à tous. Donc c'est un sujet éminemment long et éminemment complexe que le rôle de l'État. Historiquement, on a tous souvenir dans nos cours d'histoire qu'on nous parlait d'une culture colbertiste de la France. Si on regarde après la guerre, culture gaulliste aussi, présence de l'État extrêmement importante. Donc le poids de l'État dans notre pays, c'est vraiment une réalité. Alors j'espère que le machin fonctionne, oui. Donc le poids de l'État dans l'économie française, c'est une réalité. Et ce poids de l'État, on va le retrouver dans de très nombreux domaines. L'État intervient sur le marché du travail, l'État intervient sur la politique industrielle, l'État intervient sur la politique de compétitivité, l'État est un actionnaire, on en parlera. L'État intervient dans le soutien à l'innovation, donc l'État est finalement présent dans tout un tas d'éléments qui animent notre vie économique. L'État a aussi un rôle qui est particulièrement majeur sur le premier point, qui est donc le marché du travail. Il suffit simplement qu'on regarde une chose, malheureusement, qui est ce graphique, qui est tout simplement tiré de l'INSEE, et qui nous donne l'évolution du taux de chômage en France, de 1975 à nos jours. Donc on voit quand même le niveau extrêmement élevé du chômage en France. Et donc l'État s'est emparé du dossier, bien évidemment. On a donc un certain nombre de mesures diverses et variées qui ont pour but, semble-t-il, ou en tout cas telles qu'elles sont affichées, de lutter contre le chômage et si possible de créer des emplois. Et pour vous donner aussi un ordre de grandeur, on a donc un certain nombre de mesures qui se sont succédées. Alors tous les gouvernements ont eu leurs mesures d'aide à l'emploi. On a des contrats aidés, on a les fameux contrats de génération, on a les emplois d'avenir, on a des subventions diverses et variées. Et il suffit de regarder combien ça nous coûte. Et ça, ce sont des chiffres, tout ce qu'il y a de plus officiel, puisqu'ils sont tirés en fait de la DARES, qui est un département du ministère du Travail. On voit en fait qu'en 2008, les dépenses de l'État en matière d'aide à l'emploi, donc tout l'ensemble des dépenses en matière d'aide à l'emploi, représentaient 78 milliards d'euros, soit 4% du PIB. 2010,
On se retrouve à 90, presque 91 milliards d'euros, 4,7% du PIB. Et 2012, on tourne entre 85, 2011 et 2012, on tourne à peu près aux alentours de 85 milliards d'euros, donc 4,3 ou 4,1% du PIB. Donc des sommes qui se divisent en dépenses directement ciblées et dépenses générales, donc qui sont les grandes dépenses d'aide à l'emploi, c'est-à-dire tout ce qui est subvention, tout ce qui est contrat aidé, tout ce qui est la nouvelle forme de contrat de génération. Donc tout ça, en fait, représente des montants particulièrement importants, des montants forts. 4% du PIB, c'est quand même pas rien. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose? C'est la première question qu'on vous pose et à laquelle vous devez répondre par vos téléphones, qui est: le bilan des mesures d'aide à l'emploi est-il positif? Alors, réagissez en direct par SMS. Donc, si vous êtes d'accord avec cette question, si c'est oui, vous envoyez 1 au 06 79 82 59 48. Et si pour vous, le bilan des mesures d'aide à l'emploi n'est pas positif, vous envoyez 2, toujours au même numéro, le 06 79 82 59 48. Alors, on vous laisse le temps de travailler. J'en vois qui compose encore. Très studieux. On répond sur son téléphone. Ça nous donne... Allez, on va envoyer les résultats. Alors, visiblement, vous n'êtes pas d'accord. Visiblement, on a donc un auditoire particulièrement lucide sur l'efficacité de certaines politiques gouvernementales. Alors, on va rentrer un peu plus dans... Donc, 21% nous disent oui et 78% nous disent non. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Alors, on va passer... Voilà, si on peut juste passer sur l'écran. Voilà. Alors, j'ai évidemment pas pris le bilan de toutes les mesures, des innombrables mesures qui existent depuis des dizaines d'années. J'ai regardé quand même les dernières mesures importantes qui sont par exemple les fameux contrats de génération. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce système. L'idée du contrat de génération, c'était de faire un lien entre un senior et un junior. Ben, si on regarde le bilan des contrats de génération en matière de création d'emplois, on avait espéré 220 000 créations d'emplois, on en a 40 000. Bon. Plus largement, si on regarde l'ensemble des systèmes de type contrat aidé, c'est-à-dire les contrats qui font office de subvention, l'ensemble des contrats aidés, on a un bilan qui a été fait par la Cour des comptes. Donc la Cour des comptes n'est pas obligatoirement hostile au gouvernement qui est en place. On a un bilan qui, là aussi, qu'on va qualifier très poliment de mitigé. Le truc, en fait, c'est que les contrats aidés sont efficaces dans le secteur marchand. C'est-à-dire que quand vous avez un contrat aidé dans le secteur marchand, en général, il se termine, il se poursuit par une embauche. Donc ça, à ce niveau-là, c'est à peu près efficace. Quand vous avez un contrat qui est fait dans le secteur non marchand, très souvent, il n'est pas reconduit. Donc, en fait, il ne débouche pas sur une embauche. Le problème, c'est que la très grande majorité des contrats aidés se font dans le secteur non marchand. Alors, dans le secteur marchand, on a parfois un effet d'aubaine, c'est-à-dire que les entreprises qui voulaient embaucher, qui avaient prévu d'embaucher, vont embaucher et donc vont profiter du contrat aidé, mais de toute façon, elles auront embauché. Et dans le secteur non marchand, en fait, on n'a pas de poursuite qui s'effectue sous forme d'embauche. Donc ça, ce n'est pas obligatoirement un bon système. Et en fait, ce qu'on constate, ce qu'on peut voir dans les différents rapports et les différents travaux qui ont été faits autour de ça, c'est que le contrat aidé, en fait, n'a pas d'efficacité s'il n'est pas suivi d'un accompagnement, c'est-à-dire d'un accompagnement de type formation, et qui permette un retour à l'emploi qui soit efficace. Donc ça, c'est pour les contrats aidés. Alors après, on a un nouveau système qui a aussi pour objectif de faire de la création d'emplois, qui est plus largement la politique de compétitivité, c'est-à-dire l'ensemble des dispositifs qui consistent à apporter une aide aux entreprises, évidemment sous réserve qu'elles effectuent des embauches et qu'elles effectuent des créations d'emplois.
Donc le premier dispositif qui a eu l'honneur de ce système, c'est ce qu'on appelle le CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi. Donc il dit bien ce qu'il veut dire. On accorde un crédit d'impôt sous réserve d'une création d'emploi. Donc c'est un dispositif qui a été créé en janvier 2013 et qui donne un crédit d'impôt en fonction de la masse salariale de l'entreprise, qui est actuellement de 6% et qui va monter prochainement à 9%. Ce CICE s'est ensuite intégré dans un dispositif beaucoup plus large qu'on a appelé le pacte de compétitivité. Donc là, il y a beaucoup plus de subventions et d'aides diverses et variées. Le total du pacte de compétitivité, en fait, c'est un total de 40 milliards dans lequel on intègre déjà le CICE. Le CICE, normalement, a déjà permis de toucher 23,5 milliards d'euros qui sont mélangés entre des versements directs et des prêts qui sont accordés par la BPI. Alors, ce CICE et ce pacte de compétitivité, à quoi les entreprises utilisent-elles cet argent qui leur est donné? En fait, pour le savoir, on a un rapport qui a été fait. Alors, il y a un comité de suivi du CICE, ce qui est un point intéressant. Il y a un comité de suivi qui sort un rapport de manière régulière et qui donne un état et des montants et de la pratique des entreprises en fonction des aides qui leur sont données. Et donc, on va trouver, dans le dernier rapport, qui est le rapport 2016, on va trouver les intentions, à partir d'un sondage, quelles sont les intentions des entreprises d'utilisation de cet argent du CICE. Et on a divisé ça en services d'un côté et puis industrie de l'autre côté. En fait, si on regarde par exemple l'objectif de création d'emplois, seul 35% de l'industrie dit qu'on va utiliser le CICE pour faire de la création d'emplois. Alors que 65% répondent on va utiliser cet argent du CICE pour de l'investissement. 52% disent on va utiliser l'argent du CICE pour améliorer le résultat, c'est-à-dire en gros pour améliorer les marges. Alors que dans les services, on a une répartition un petit peu plus importante. 54% nous disent qu'ils vont créer de l'emploi, mais toujours 61% disent qu'ils vont utiliser l'argent du CICE pour faire des investissements. Donc, ce qui veut dire qu'on a un dispositif coûteux, important, dont l'objectif est d'arriver à une création d'emploi, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent pour arriver à une création d'emploi, et finalement, que les entreprises utilisent, 1, pour faire de l'investissement, et 2, pour améliorer leur marge. Donc, on a un nombre très, très, très important, alors j'ai mis une multiplicité, je pourrais même utiliser le terme de gabegie, de dispositifs qui sont extrêmement coûteux, mais qui vont surtout profiter aux entreprises, soit pour améliorer leur marge, soit pour effectuer des investissements, et pas obligatoirement pour faire de la création d'emplois. Donc un premier bilan d'action de l'État, en tout cas en matière de création d'emplois, qui n'est pas obligatoirement positif. Deuxième élément dans lequel l'État intervient, et là aussi c'est un rôle qui est assez fort, c'est le soutien à l'innovation. C'est-à-dire que l'État est extrêmement présent, là encore par des subventions et par des aides diverses et variées, pour encourager les entreprises à innover. Et on voit l'évolution des montants. En 2000, on avait 3,5 milliards d'euros. En 2015, 8,5 milliards d'euros. Donc on a monté de 100% l'enveloppe qui est accordée en matière d'innovation aux entreprises. Donc ça passe par des incitations fiscales, ça passe par des subventions, ça passe par des prêts, ça passe par des participations. Donc on voit qu'il y a un nombre extrêmement important de dispositifs. Et si on compte, on a à peu près une soixantaine de dispositifs d'aide à l'innovation en France. Donc ça représente un nombre important pour 8 000 milliards d'euros. Donc c'est quand même pas neutre. Donc la deuxième question qui va vous être posée, c'est le soutien à l'innovation. Peut-on considérer que le bilan des dispositifs de soutien à l'innovation effectués par l'État est positif? À vous. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. Question, le bilan des dispositifs de soutien à l'innovation est-il positif? Si vous pensez qu'il l'est, vous envoyez 1 au 06 79 82 59 48. Si vous ne le pensez pas, vous envoyez 2 au 06 79 82 59 48. Pendant que nos
auditeurs répondent à cette question. Noël Amanc, vous vouliez réagir sur et notamment à propos du montant des incitations fiscales que nous avons vu croître dans le slide juste avant. Oui, je pense que la question posée par Daniel est extrêmement importante parce que c'est une préoccupation constante de la Cour des comptes et des élus. Période où les Français payent de plus en plus d'impôts. On a par ailleurs ce qu'on appelle une incitation fiscale, c'est une dépense fiscale, c'est-à-dire que l'argent des impôts va aller à d'autres contribuables qui vont recevoir un chèque. Donc c'est un impôt négatif, on va dire. Donc là, on a un dispositif qui s'est fortement accru, qui s'appelle le crédit d'impôt recherche. Le crédit d'impôt recherche est ouvert à toutes les entreprises et permet de déduire de son résultat imposable une fraction importante de ses dépenses de R&D et éventuellement de recevoir un chèque, parce que si ça dépasse son bénéfice, on peut tout à fait recevoir un chèque. Donc c'est un dispositif extrêmement important qui s'inscrit dans une politique de compétitivité, pas par les prix, comme l'est le CICE, puisque finalement le CICE c'est essayer de faire baisser les coûts, mais là une politique d'incitation à l'innovation et à la compétitivité. Le bilan de ces opérations est lourd pour les finances publiques. Alors pour ceux qui me posent, l'année dernière on avait une conférence, le premier bénéficiaire du crédit d'impôt recherche, c'est les banquiers. Voilà, donc un dispositif qui est destiné à l'innovation et industrielle, le premier bénéficiaire, c'est les banquiers. Pourquoi ? Parce que dans la banque, il y a beaucoup de chercheurs, il y a beaucoup de docteurs, donc les banques sont éligibles à ce dispositif. Et dans la banque, il y a beaucoup de gens intelligents, en fait, qui savent très bien utiliser. Donc c'est quand même un sujet important. La France est considérée comme un paradis fiscal. Rigolez pas là, hein, c'est pas une blague de la soirée. Bon, c'est un pays qui est considéré comme un pays de grévistes, hein, ça vous l'avez compris, mais c'est aussi considéré comme un paradis fiscal. C'est-à-dire que dans la liste des pays que l'on regarde comme étant susceptibles d'être un paradis fiscal, il y a la France pour cette raison-là. C'est-à-dire nous avons un dispositif extrêmement généreux dans le crédit d'impôt recherche. Nous avons deux niches fiscales que nos partenaires, moi je suis souvent à Singapour, donc quand je discute avec eux, ils me disent « Oui, mais vous aussi en France, c'est pas mal ». D'ailleurs, c'est quelque chose qui est souvent utilisé par les ministres et les vendeurs de la destination France pour l'investissement. C'est le crédit d'impôt recherche. Et la deuxième, c'est la niche fiscale dite COPE, c'est-à-dire la non-imposition des plus-values de cession dans le cas des holdings. Donc ce sont deux niches fiscales extrêmement importantes qui coûtent très cher aux finances publiques. Hein. Donc c'est une question, la question de Daniel sur le coût pour les finances publiques de ces dispositifs est extrêmement fort. Hein. On a aussi des incubateurs d'entreprises. Enfin, il y a énormément d'éléments qui sont faits pour créer des entreprises innovantes. Mais c'est vraiment la disposition fiscale, on l'a vu qu'il y a... Alors ça a un côté intéressant, la disposition fiscale, hein, c'est que quand on donne des subventions, l'État décide. En gros, vous soumettez un projet, il décide de l'intérêt du projet. Quand vous donnez une incitation fiscale, vous faites confiance aux entreprises. C'est une logique plus libérale, puisque vous dites que c'est finalement les entreprises qui doivent décider de leurs investissements. Et nous, ce qu'on s'intéresse, c'est est-ce que ce sont vraiment des investissements ? C'est-à-dire qu'on ne va pas donner des subventions pour aller au restaurant. Voilà, hein, voilà. Et c'est vous qui décidez ce que vous pensez. Donc, le bilan des dispositifs de soutien à l'innovation est-il positif en France ? On va regarder les résultats et clairement, vous pensez que non à 61%. 40% pensent que oui. Voilà. Là encore, on a un public particulièrement lucide. Alors, on va regarder un élément qui permet déjà de se donner une petite idée. Si on peut repasser sur mes transparents. Voilà. Ce que je vous ai mis là, en fait, c'est tout simplement... Nous, on considère à l'EDEC que le marché détient la réalité, hein, que c'est le marché qui a très souvent raison. En fait, ce que vous avez là, c'est le poids de la capitalisation de toutes les entreprises innovantes. En fait, c'est le poids de la capitalisation des entreprises innovantes par pays. Et en fait, donc, ce que représentent les entreprises innovantes dans la capitalisation en fonction des différents pays. Vous voyez par exemple que en Suède,
vous avez la valorisation boursière des, ce qu'on appelle les licornes, c'est les petites entreprises innovantes, les startups ou un petit peu plus évoluées que les startups, mais c'est toutes les entreprises de type innovante. On appelle ça désormais des licornes, il faut s'habituer à ce vocabulaire, ça passera dans 3 ans, mais en ce moment on appelle ça des licornes. Si on regarde le poids de ces entreprises, par exemple en Suède, c'est 25% de la capitalisation. Si on regarde le Royaume-Uni, c'est 38% de la capitalisation. Donc ça veut quand même dire qu'il y a un vrai travail d'innovation au Royaume-Uni. 17% pour l'Allemagne. Et puis si on regarde la France, on est à 6%. Donc tout ce volume d'investissement, ce volume d'aide, ce volume de participation, ce volume de subventions, finalement, là aussi, et effectivement, les 60% de répondants avaient raison, là aussi, tout ce volume d'innovation, tout ce volume de subventions n'encourage pas particulièrement l'innovation. En tout cas, nous n'avons pas une représentation ou un poids des entreprises innovantes au niveau des investissements qui sont faits par l'État. Alors, le dernier point que je voulais voir avec vous, là, on élargit un petit peu plus le rôle de l'État, c'est la place de l'État actionnaire. Il faut quand même savoir que l'État est l'un des plus importants investisseurs de la Bourse de Paris. Donc l'État est partie prenante dans un certain nombre d'entreprises, et je vous les ai mis là. L'État détient 25% de Thales, 16% d'Aéroports de Paris, 10% d'Airbus, 17% d'Air France. Voilà le résultat. J'étais obligé de faire l'aller-retour à Paris en EasyJet aujourd'hui, parce que Air France était en grève. 28% d'Areva, 5% d'Dexia, 84% d'EDF. Et donc, l'État actionnaire, finalement, une question qu'on peut se poser, c'est est-il performant ? C'est-à-dire son choix d'être actionnaire dans les entreprises dans lesquelles il est actionnaire, sont-elles performantes ? On va voir ça tout de suite. Alors là, il n'y a pas de question. Ah si, là aussi. Voilà, vous pouvez déjà y répondre rapidement. Le portefeuille de l'État est-il rentable ? Alors, si vous pensez qu'il est rentable, vous envoyez oui. Vous voyez que c'est quand même des belles boîtes, enfin, EDF, etc., SNCF. Allez, on va envoyer rapidement les résultats, parce que je pense que là, il n'y a pas de doute. Ah, c'est plus tranché. C'est un petit peu plus tranché quand même. C'est un petit peu plus tranché. Alors, on va voir rapidement. On va tout simplement regarder ce qui est ça évolue vite. La comparaison classique. On va comparer avec l'indice CAC 40, tout simplement. On va regarder la performance du portefeuille de l'État par rapport à l'indice CAC 40. Si ça continue, je pense qu'on arrive à 100%. Est-ce que vous avez le chiffre exact de rapporte en dividende à l'État ? 4 milliards. Tout ça ? Ouais. Oui, mais le total, en gros, le total des dividendes reçus par l'État, c'est 4 milliards. Mais il en perçoit 4 milliards. Alors, si on regarde, donc là, on a l'évolution du CAC 40, donc en bleu, et en orangé, on a l'évolution du portefeuille de l'État. Alors, on voit que le CAC 40 était négatif, ça, on le sait. Là, c'est sur un an glissant, 2014 et 2015. Là où le CAC 40 fait, en gros, moins 10, le portefeuille de l'État fait moins 22. Là où le CAC 40 fait moins 8,53, le portefeuille de l'État fait moins 13. Là où le CAC 40 fait moins 4, le portefeuille de l'État fait moins 9. Donc le choix, si vous deviez investir en vous créant un portefeuille exactement le même que celui de l'État, vous compareriez au marché, vous auriez tort, vous auriez mieux fait d'acheter tout simplement l'indice CAC 40 et de suivre l'évolution de l'indice CAC 40. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Donc en conclusion, en tant que prof, moi l'expression que j'utiliserais, ça serait peut mieux faire en ce qui concerne la politique de l'État. Et Noël Aminck va développer ce sujet. Je vous remercie. Merci Daniel. Alors on va passer à un volet un petit peu plus historique. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé, l'évolution. On va regarder une question, on va vous faire travailler déjà. Allez, on va voir un petit peu. À votre avis, la France est-elle un pays où traditionnellement l'État a toujours joué un grand rôle dans l'économie ? Si vous êtes d'accord avec cette affirmation, vous tapez 1.
Et vous envoyez 1 au 06 78 82 59 48. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation, vous envoyez 2 au 06 79 82 59 48. La question est, la France est-elle un pays où traditionnellement l'État a toujours joué un grand rôle dans l'économie? Allez. Petite questions qui apparaissent dans nos sondages en direct, dans nos réactions en direct. Les personnes nous interrogent sur les échecs. Est-ce que les échecs signifient que l'État ne doit rien faire du coup? C'est une question qu'on va aborder dans la suite de la conférence, mais bon, il faut rendre justice à l'État. Par exemple, on va prendre le bilan des nationalisations. Quand l'État a nationalisé en 1981, le tissu industriel français était complètement, archaïque. Il n'y avait pas eu d'investissement dans les entreprises françaises. Elles étaient toutes en situation difficile. L'État, finalement, a joué un rôle d'actionnaire, a réinvesti. N'a pas réussi fortement à développer ces entreprises, les a probablement pour certaines sauvées de la faillite. Mais le bilan financier, le bilan économique le bilan industriel des nationalisations est assez mauvais finalement. Mais le bilan économique, moi je m'étais amusé à calculer ce qu'ils avaient payé et ce qu'ils avaient privatisé. Le bilan financier des nationalisations est extrêmement positif en fait. L'État a joué un peu. Vous connaissez Warren Buffett, il achète quand ça va très mal et il revend quand ça remonte. Alors on dit c'est un génie, il est simplement investisseur de très long terme quand tous les mutual funds sont plutôt tous les fonds de placement sont plutôt des investisseurs de court terme. Donc lui, il a la confiance de ses actionnaires, il a sa propre confiance, il a une partie de sa richesse aussi. Et donc lui il dit ça va remonter quoi. C'est comme si aujourd'hui vous achetiez les entreprises bradées du secteur de l'exploitation pétrolière, de l'exploration pétrolière. Elles veulent plus rien parce que comme le prix du pétrole était très faible, on n'allait pas explorer des nouveaux champs pétroliers. Mais il y a de superbes entreprises. Vous achetez, ça va sûrement remonter. Bon. L'État a fait un petit peu ça. N'a pas forcément restructuré de manière efficace les entreprises. Les a juste sauvées de la faillite, a attendu. Elle aurait pu mieux faire, mais en tout cas, voilà. Donc l'État, quelquefois, intervient dans des situations où elle prend des participations catastrophiques. Et elle permet de faire remonter. Là, on voit le rôle dans Peugeot quand même. Peugeot était en situation d'insolvabilité, notamment l'industrie automobile est une industrie qui fonctionne au crédit. Si on ne donne pas du crédit, or Peugeot n'était plus capable d'octroyer du crédit à ses clients. L'intervention de l'État a permis de solvabiliser. Donc il y a cette intervention un petit peu de dernière urgence. Et puis pour ces réussites-là, des réussites financières ou des réussites de sauver, il y a des dizaines d'échecs, donc on va en parler, mais une des conséquences des nationalisations, ça a été, par exemple, la nationalisation du crédit, ça s'est quand même très mal terminé, et le Crédit Lyonnais, c'est 150 milliards. Le coût du sauvetage du Crédit Lyonnais, c'est la destruction d'une des plus belles banques françaises. Le Crédit Lyonnais était la première banque française à l'international. Et c'est en gros l'équivalent de 200 000 emplois tués, parce que le coût du sauvetage du Crédit Lyonnais, c'est un équivalent de ponction sur le PIB qui représente 200 000 emplois. Voilà. Donc 200 000 emplois détruits par l'intervention. Voilà. Donc on a des bilans quand même très contrastés. Donc je pense que l'État, est-ce que l'État doit toujours intervenir? On va voir quand c'est légitime et quand ça ne l'est pas en fait. Je crois qu'il y a des raisons. Ouais, ne déflorons pas davantage. Notre petit quiz, on regarde le résultat en termes. La France est-elle un pays où traditionnellement l'État a toujours joué un grand rôle dans l'économie? Le oui sort à 90,48%. Il m'est d'avis que vous allez nous contredire. Alors moi je suis content parce que j'aime bien quand on n'est pas d'accord. Vous avez remarqué déjà pour ceux qui assistent. La France n'a pas toujours été un pays qui donnait un grand rôle à l'État. Alors vous allez me dire Colbert, etc. Mais je vais parler de nos aïeux finalement. La France industrielle, la France de la révolution industrielle, qui sort donc d'une économie essentiellement agricole et de petits commerces, est une France
qui n'aimait pas l'intervention de l'État, qui réduisait l'intervention de l'État à sa plus stricte limite. La France du début du XXe siècle, c'est pas une France étatiste. Alors on a l'image de Napoléon III, mais Napoléon III il n'est pas resté longtemps. Dès qu'il est parti, on a restauré, on est revenu à des préceptes plutôt libéraux. Et pour vous donner une image, en 1913, les économies des pays développés étaient plus financières qu'au moment de l'argent roi, là, les années 80. Hein, on paraît que c'était les années de l'argent roi, avec ces chefs d'entreprise qui faisaient des coups en bourse tous les jours. Eh bien, en 1913, les économies des pays développés étaient plus financières qu'en 1980. En 1913, la France est un des pays les plus financiarisés au monde. C'est-à-dire, on ne s'intéresse pas du tout à l'économie mixte ou à l'économie publique. On s'intéresse aux actions, à la propriété privée. Je vais vous donner un chiffre. La valeur des actions représentait 78% du PIB en 1913 pour la France. Et les États-Unis, que vous voyez, Wall Street, la bourse, et ce qui, soi-disant, a été le début de la Grande Dépression, ben les États-Unis, en 1913, c'est moins de 40% de son PIB qui est en bourse. La France est un pays qui aime le marché et qui aime particulièrement la finance de marché au début du siècle. Le placement de retraite des Français, ben aujourd'hui, le placement de retraite des Français, vous le connaissez bien, c'est l'assurance vie. J'ai parents d'une amie qui m'ont appelé parce que ils avaient acheté des contrats en unité de compte. Alors dans les contrats en unité de compte, on peut perdre un peu. Ils étaient affolés, ils me disaient mais l'assurance vie, ça doit être garanti. Je dis oui, globalement, beaucoup de Français ont investi dans des contrats en euros, mais certains ont voulu un peu plus de rendement et c'était horrible. Oh mais j'ai mis ma future retraite dans le risque. Et ben, à l'époque, de toute façon, on n'avait pas les moyens de pouvoir, en épargnant, il y avait de l'inflation déjà, en épargnant sur des contrats non risqués, on n'avait pas les moyens de se faire une retraite. Donc on faisait des coups, on investissait dans les marchés. Et le placement préféré des Français pour la retraite, à l'époque, c'était l'action. Donc les Français ressemblaient bigrement aux Anglais d'aujourd'hui, aux Américains d'aujourd'hui. C'était des gens qui aimaient les marchés financiers, qui avaient un portefeuille d'investissement qui était très action. Et aucunement, les Français ne comptaient sur l'État pour leur garantir à la retraite ou pour leur garantir une quelconque protection sociale. Hein, donc il faut voir que cette idée que l'État est partout présent, va jouer le rôle de organisateur du bien-être social est une idée, on parle souvent du Conseil national de la résistance, c'est une idée qui va être la conséquence de la Seconde Guerre mondiale et des crises qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale, mais la France n'a pas toujours été dans cette situation étatiste. Bien au contraire, la France est très attachée à la petite propriété privée. Il ne faut pas oublier que la Révolution française, ce n'est pas une révolution, bon alors après on l'a repeinte en rouge parce qu'il fallait la repeindre en rouge, mais c'est une révolution de marchands, c'est une révolution de petits propriétaires fonciers qui bien évidemment vont se servir aussi de ce que les gens appelaient la populace, c'est-à-dire des gens qui avaient faim et qui étaient dans la rue, mais c'est une révolution où on a voulu changer l'ordre des choses, c'est-à-dire qu'on considérait que l'aristocratie n'était plus celle qui gouvernait économiquement le pays, qu'il y avait une déconnexion entre les privilèges politiques, on va dire, et la réalité économique. Et surtout, une déconnexion, une des principales préoccupations des États généraux, une principale préoccupation des parlementaires qui vont être élus, c'est l'équité fiscale. C'est qu'on ne trouvait anormal que l'Église et les nobles ne payent pas d'impôts. Et donc il y avait une méfiance viscérale contre la dépense publique, qui était synonyme de dépense royale. Alors on parlait de la farine qui poudrait
les gens avaient faim et qui poudraient les perruques à la cour de Marie-Antoinette et de ses suivantes. On parlait des bijoux que lui offrait son mari ou ses amants sur le trésor public. Mais en fait, on avait marre de payer de plus en plus d'impôts pour servir la dette, pour servir une dette qui s'était accumulée au fil des campagnes prestigieuses et des ambitions de pouvoir guerrières de la France depuis Louis XIV. Donc on a là véritablement, avec des financiers qui s'étaient accaparés la perception de l'impôt, qui faisaient avance au roi de l'argent, et donc une privatisation en plus de la recette fiscale. C'est non seulement on paie des impôts, mais on la faisait encaisser par des personnes privées qui en gardaient une partie. Comme si vous alliez au centre des impôts et puis qu'il y avait quelqu'un qui vous dise écoutez, il y a une partie qui revient à moi. Mais on retrouve ça. Aujourd'hui, les collectivités publiques, les États ne peuvent plus s'endetter, elles ont des contraintes comptables, donc qu'est-ce qu'elles font? Elles demandent à ce qu'on leur avance l'argent des investissements. Donc on va appeler ça le partenariat public-privé, et généralement celui qui avance va se payer avec les futures redevances que va payer la collectivité publique ou la collectivité territoriale, donc avec vos impôts. Donc il y a un rôle beaucoup plus poli de fermiers généraux qui est organisé autour de cette dimension. Il y a un certain nombre de collectivités publiques qui sont exemptes, si vous lisez le rapport de la Cour des comptes, sur cette pratique. Mais à l'époque, c'est l'origine de la Révolution. Si on regarde l'État radical, c'est-à-dire cet État qui va être le cœur de la France, le radicalisme, c'est quelque chose... Aujourd'hui, le parti radical, je pense que vous ne connaissez pas le nom du président du parti radical. Non. Laurent Hénard, ça ne vous dit rien. Enfin, tout ça. Voilà. Bon, le parti radical, c'était le grand parti. Le radicalisme était le grand parti qui a organisé la laïcité française. Bon, ce parti, c'est un parti qui ne veut pas d'emprise de l'État. C'est un parti qui ne jure que par le petit commerce, etc. La seule justification de la politique économique de l'État, à cette époque, c'est de lutter contre le grand capital. C'est-à-dire qu'on veut éviter toute forme de domination capitaliste. On veut rester dans un pays de petites propriétés, de petites entreprises. D'accord ? Et le discours de la gauche radicale, le fameux Clémenceau, là, qui sert toujours de modèle maintenant à nos premiers ministres, eh bien, le discours économique de Clémenceau, c'est le grand capital, non, le petit capital, oui. C'est pas le grand soir, c'est pas mon ennemi c'est la finance ou des trucs comme ça. C'est non, il faut protéger la petite propriété. D'accord ? Et même quand l'État intervient dans l'économie, parce que normalement vous devriez m'interpeller en disant oui, mais les chemins de fer, les équipements structurants, même quand il intervient dans l'économie, il intervient au titre d'une économie qu'on appelle public libéral, c'est-à-dire que la loi sur les chemins de fer de 1842, c'est les investissements, il faut les organiser, on a pris du retard. La France est en retard par rapport à la Grande-Bretagne, mais on va confier l'exploitation des chemins de fer au privé. La seule fois où l'État commence à nationaliser les chemins de fer, c'est les chemins de fer de l'Ouest parce qu'ils sont en faillite. 1907-1909, l'État acquiert, en payant bien sûr les parts d'une société des chemins de fer de l'Ouest. Il a une motion de censure, enfin l'équivalent d'une motion de censure, un vrai débat à l'Assemblée nationale, on dit c'est la marche vers le socialisme. L'État essaye de sauver les transports ferroviaires de l'Ouest de la France. Donc on est vraiment à cette époque, contrairement donc à votre question, qui va arriver. On est en fait à cette époque dans une conception très financière, libérale de l'économie. Donc vous voyez le brainwashing qui a eu lieu. C'est pas vieux quand même. Il y a des gens qui sont nés à cette époque, qui sont encore vivants et qui... Eh bien, à l'époque, on ne parlait pas de l'État, en fait. L'État avait un rôle extrêmement réduit. D'accord ? Alors, bien évidemment, les historiens, ceux qui sont nés après les événements, souvent, parce que pour commenter l'histoire, il faut encore être vivant, ont, pour certains, pu penser... Donc, vous savez, on a
On a comparé la puissance montante de l'Allemagne face au déclin économique français, etc. Alors, bien sûr, l'Allemagne ne s'est pas comportée comme un pays libéral dès l'ascension du chancelier Adolf Hitler. L'État a joué un très très grand rôle. Donc il y a eu une idée que finalement ce libéralisme aurait été responsable de l'affaiblissement de la France entre les deux guerres, entre 1914 et 1939. Et vous, dans la salle, qu'est-ce que vous en pensez? Le libéralisme était responsable de l'affaiblissement de la France entre les deux guerres? Si vous pensez effectivement que le libéralisme était responsable de l'affaiblissement de la France entre les deux guerres, vous envoyez 1 par SMS au 06 79 82 59 48. Si vous pensez qu'il n'était pas responsable, vous envoyez 2 au 06 79 82 59 48. Et n'hésitez pas à réagir, à nous envoyer donc vos questions, toujours par SMS également, et on les sélectionnera à la fin. Il y a un truc intéressant sur le mot libéral, en fait. Le mot libéral en français a un sens de quelqu'un qui croit au marché, à l'absence de l'État. Et si vous le traduisez directement en anglais, donc liberal en anglais, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que si vous dites à un Américain qu'il est liberal, ça veut dire qu'il est, on va dire, plutôt sur l'échiquier politique, plutôt de gauche, favorable à la réglementation, favorable à un rôle de l'État qui est important. Donc faire très attention avec ça. Un Américain qui se prétend libéral, en fait, c'est pas du tout le même sens qu'un Français qui se prétend libéral. Non, il y a des questions de mœurs aussi, c'est-à-dire que le libéral est plus libéral sur les mœurs. Donc oui, sur le plan des mœurs, c'est tout à fait aussi. Voilà. Bon, là, actuellement, l'échiquier américain est un peu compliqué, là, parce qu'avec Donald, il faut trouver Mickey, voir comment ça se... Enfin, là, c'est compliqué, quoi. Là, ça devient... Allez, on regarde les résultats de ce sondage. 80% de non. On est très non. Alors là, c'est intéressant, parce que franchement, je pense qu'il n'y a qu'à Nice où on peut avoir ce genre de réponse, puisque j'ai souvent eu l'occasion de faire des débats à Paris, on a l'inverse. Les Niçois, en fait, sont plus intelligents que la moyenne. C'est bien connu et démontré tous les jours. Et là encore, on vient de le montrer. Ils ont une connaissance aiguë de l'histoire. Effectivement, je vais dire que si on rentre dans l'effet économique très précisément, ce qui caractérise l'affaiblissement de la France entre les deux guerres, c'est un certain nombre de phénomènes. Bon, premièrement, l'histoire des réparations, c'est-à-dire la croyance qu'on va se payer sur l'Allemagne, avec bien évidemment les États-Unis qui ne sont pas du tout favorables à ça. C'est un jeu de dupes et on ne cesse de réclamer des réparations. On pousse d'ailleurs à la guerre finalement avec cette réclamation et on n'aura jamais ces réparations. Donc là, il y a l'idée qu'on va pouvoir vivre sur une rente, la rente allemande, et on n'y vit pas. Et quand on croit qu'on va avoir un revenu certain et qu'on ne l'a pas, c'est pas très bon. Si vous attendez un revenu certain et que vous ne l'avez pas... La deuxième grande idée, c'est que la France, après la Seconde Guerre mondiale, renouvelle sa croyance dans le protectionnisme. Alors, la France a rarement été libérale. Dès 1892, on a mis en place en France un protectionnisme qu'on va appeler de pastoral. C'est ce qu'on appelait les tarifs Méline, qui avaient pour vocation de protéger notre agriculture. Donc vous voyez, ça nous renvoie à des choses très... Voilà, on estimait qu'il fallait protéger l'agriculture française, qui représentait une grande part de l'économie de l'activité française. Et donc on a mis en place un protectionnisme qui s'appelait les tarifs Méline et qui avait pour vocation de protéger l'économie française de la concurrence internationale. Après la guerre de 14... C'était créé pendant la guerre de 14, c'était organiser un effort de guerre, se concentre le capital, se crée finalement des cartels. Le cartel du textile, les représentants des grandes forges de France, vous voyez, ces fameuses, qu'on va appeler ensuite les 100 familles. Dernier représentant bien connu était M. Sellière, qui vient de la famille Wendel, qui représentait le cartel des forges. Ces industriels français se trouvent bien entre eux. Ils vont d'ailleurs, au début de la guerre, trouver assez confortable le corporatisme pétainiste. Car le corporatisme pétainiste, c'est-à-dire le fait d'organiser l'économie sans concurrence,
c'est protéger les industriels de toute ingérence extérieure et de gérer entre Français, alors après on rajoutera bon français, les affaires. C'est quelque chose qui n'a pas déplu au monde économique. Faut arrêter de voir un vieux maréchal Croulant qui aurait réussi à gouverner la France tout seul en prenant le pouvoir. Je pense qu'il a eu une certaine écoute. Et ce pastoralisme, ce protectionnisme pastoral renvoyé à protéger la terre et protéger l'activité paysanne. Et puis, il faut aller protéger ces entreprises, une économie de subsistance dont une partie des revenus et des produits allait en Allemagne. Mais cette idée d'économie de subsistance. Donc, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans la mentalité française, qu'on ne retrouve pas du tout dans la mentalité anglo-saxonne. Ça va être là le point de rupture très fort entre la France et les pays anglo-saxons, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Les seuls qui, à l'époque, s'opposent au protectionnisme, et là vous allez voir que c'est assez incroyable, c'est les syndicats et les socialistes. Ceux qui ont été ensuite les plus porteurs du discours anti-mondialisation, à l'époque, considèrent que les cartels, les ententes, le protectionnisme, ça fait augmenter les prix à la consommation. Et que donc, ça ne permet pas à la classe ouvrière de bien vivre. Et là, on retrouve un antagonisme très fort dans toute la politique industrielle des États entre le welfare state du consommateur et globalement, si le pouvoir d'achat des Français s'est accru ces 30 dernières années, on le doit à une baisse tendancielle des prix à la production. On ne le doit pas tellement à l'augmentation des salaires. On le doit plutôt à une baisse tendancielle de l'achat des biens. Donc on a là un pouvoir d'achat qui se fait par la mondialisation. Votre téléviseur, il est beaucoup plus abordable, votre voiture est beaucoup plus abordable dans votre prix, dans votre budget qu'il l'était il y a 30 ans, 40 ans. Et ça, on le doit à la mondialisation. Donc à l'époque, on ne parlait pas du téléviseur, on parlait de manger. On parlait des biens de nécessité, on disait non, il y a des affameurs. Et là, on revenait encore à un vieux principe de l'Ancien Régime, ceux qui agiotaient, ceux qui organisaient les restrictions sur le blé, le pain, etc., pour en faire monter le prix. Et donc, dans la tradition ouvrière française, dans la tradition socialiste française, il y a un rejet du protectionnisme. Donc on a en gros le patronat qui détient les leviers économiques et les leviers politiques, qui est pour la protection, ce qui sera totalement ensuite le contraire, on verra, et les ouvriers qui sont contre. C'est pour nous la principale cause, enfin pour nous, quand je dis nous, pour les historiens de l'économie, c'est la principale cause de la dégradation de l'économie française. Un manque de compétition, donc un manque de stimulation pour l'efficacité, un manque de compétition, un manque de stimulation pour les gains de productivité, pour l'investissement, au profit d'un capitalisme d'entre-soi qui continue à bénéficier d'un marché intérieur suffisant avec un dynamisme démographique qui repart, enfin bon, voilà, etc. Enfin, on essaye de. Après, bon, il y a aussi cette question de la panne démographique, mais malgré tout, on a l'idée de reconstruire. Et les lois sur la nationalité, d'ailleurs, sont des lois expansionnistes. Il faut retrouver des armées, parce que c'est très important, cette notion de construire des armées et donc d'avoir aussi des gens qui vont consommer. Voilà. Donc c'est vraiment très très différent de la perception qu'on peut avoir, et je trouve assez... Alors, je ne sais pas si mon raisonnement a été ex ante partagé, mais ex post, on partage cette vision de la France de l'entre-deux-guerres, qui est une France plan-plan, d'accord ? Oui, et qui, à chaque difficulté, va trouver une cause extérieure. Et bien évidemment, avec les conséquences dramatiques que nous connaîtrons pendant la guerre de ces causes extérieures. Voilà.
Alors, on va voir ensuite, en avançant dans l'histoire, que les choses vont changer très sensiblement, puisque d'une intervention assez flat, on va arriver à une intervention forte de l'État après la Seconde Guerre mondiale dans notre économie. Et donc, une question qu'on va poser donc à la salle ce soir, est-ce que l'intervention forte de l'État dans l'économie après la Seconde Guerre mondiale est le facteur de croissance économique? Est-ce que pour vous, c'est ce qui a, Alors là à aussi, un moment donné... c'est encore une idée souvent répandue. On parle des 30 glorieuses qui correspondent à l'intervention de l'État sous la 4e République. Il ne faut pas oublier que l'industrie nucléaire française n'est pas née sous la 5e. Elle est née sous la 4e République. Père de Michel Rocard en étant un des acteurs majeurs. D'ailleurs, il considérait que son fils était un idiot parce qu'il avait fait l'ENA et Sciences Po, et que c'était donc un raté, il aurait dû faire de la science. Donc c'est pour ça que vous avez remarqué l'attitude psychologique de Michel Rocard, toujours un peu contrit, quoi. Je veux dire, il a toujours eu du mal avec le père. Ça s'est fait un peu avoir dans son histoire politique. Donc voilà, on a une grande histoire économique qui commence sous la 4e République. Bien sûr, les nationalisations à la sortie de la guerre. Le plan qui est quand même... ça faisait partie, moi, quand j'ai fait mes études, on avait encore des cours de planification. Et on faisait des programmes Optima, des programmes de maths pour calculer des optimaux en matière de moyens de production affectés à l'économie française. Voilà le plan. Voilà, Donc c'est vraiment, effectivement, pour le coup, l'économie de la France, après la Seconde Guerre mondiale, est une économie où l'État intervient fortement dans l'industrie, dans la planification de l'économie, et aussi dans l'organisation des rapports sociaux. Les salaires sont organisés, la protection sociale est mise en place. Alors, c'est un programme extraordinairement étatiste. Voilà. Est-ce que tout ça a été déclencheur de croissance économique? On regarde vos réponses, 73%. Non. Alors là aussi, je veux dire, les votes à Nice sont quand même très différents des votes du reste de la France, et on en voit quand même là aussi une spécificité. Alors, moi j'aime bien rendre justice là aux théories là-dessus, et aux faits, mais aussi aux théories. Donc, l'intervention de l'État dans l'économie française, bon, vous allez dire, c'est les grands... Alors aujourd'hui, c'est de bonne guerre de dire le programme du CNR, du Conseil national de la résistance, qui était un programme consensuel né dans la résistance, mais qui était un deal gaulliste avec aussi le Parti communiste, avec un monsieur au milieu qui s'appelait Georges Bidault qui faisait la synthèse, mais c'est un programme de... Je veux dire, Général de Gaulle avait absolument besoin du soutien des forces intérieures, et à partir de 1942, l'organisation du Parti communiste structure la résistance, bien évidemment. Je veux dire, avant 1942, on sait pourquoi il ne structure pas, mais après 1942, il structure. Donc le général de Gaulle, il a un deal. Lui, son grand souci, c'est qu'on ne passe pas sous gouvernement américain. C'est-à-dire qu'on ne soit pas considéré comme un pays occupé, comme l'a été l'Autriche, l'Allemagne, une partie aussi l'Italie, qui n'ont pas été des pays de pleine autonomie. Donc le général de Gaulle, il a deux stratégies. Un, gérer le deal avec le Parti communiste pour éviter l'insurrection communiste qui aurait justifié l'intervention américaine immédiatement, dans le cadre des accords de Yalta, dont il avait compris la répartition des rôles. D'accord ? Donc la France était dans le camp occidental, donc ça justifiait une intervention, comme les Russes pouvaient intervenir dans leur périmètre et on les laissait faire, avec des nations sacrifiées, la nation polonaise par exemple, etc., dans le plus grand cynisme. Je rappelle qu'on déclenche la guerre de 1939 pour la Pologne et qu'on la laisse sombrer et on laisse massacrer l'ensemble des élites polonaises à la sortie de la guerre. Donc, parce qu'entre-temps, on a fait un accord. Voilà, donc De Gaulle avait bien vu ce bipolarisme et le cynisme associé à ce bipolarisme américain. Je rappelle que Churchill l'avait compris et d'ailleurs voulait, lui, ne pas organiser le D-Day, le débarquement sur les côtes de l'Ouest. Ça, c'était une volonté de Staline. Il faut que les Américains débarquent le plus loin possible, c'est-à-dire à l'ouest de l'Europe, le plus loin. Ça laissait le temps aux Russes d'avancer. Et Churchill, lui, il voulait débarquer au centre, par la Grèce.
C'est-à-dire, il voulait, s'il débarquait, il prenait immédiatement, il bloquait les Russes. Parce que lui, son truc, c'était pas de... Bon, les Allemands, ils considéraient que c'était la fin de l'histoire. Ce qui l'intéressait, c'était la Seconde Guerre, c'est-à-dire celle qui allait avoir lieu avec les Russes. Donc là, celle avec les Allemands, il considérait l'avoir gagnée. C'est un Roosevelt très malade, puisqu'il meurt quelques mois après, un peu narcissique, Roosevelt, pensait qu'il allait séduire Staline. Et qui disait non, mais Churchill se dispute avec Staline, c'est parce qu'il n'a pas bon caractère. C'est sûr, un mec qui vient de se taper 4 ans de bombardement, il n'a pas forcément un super caractère. Je veux dire, voilà. Et puis bon, il faut un mauvais caractère pour faire des grandes choses. Je veux dire, donc Churchill, il a fait des grandes choses, donc il avait mauvais caractère. Roosevelt était tranquille, donc voilà. Donc, et il pensait que tout venait de la faute de Churchill et que lui allait séduire Staline. Et Staline, qui était un bon pervers narcissique, avait dit « Oh là là, un bon narcissique fragile, je vais n'en faire qu'une bouchée. » Il n'en a fait qu'une bouchée. Pour ceux qui fréquentent les pervers narcissiques, qui les fréquentés, comprendront bien ce que je veux signaler ici. Donc là, clairement, on a eu un ratage total du dialogue entre l'Est et l'Ouest à cette époque. Et donc, pour en revenir à notre histoire de la résistance et de la France, De Gaulle a bien conscience qu'il ne peut pas donner prétexte aux Américains de l'insurrection, mais en même temps, il veut immédiatement rétablir un État qui ne soit pas un État aussi dominé par les forces de résistance. Il considère que l'armée de la résistance, ce n'est pas l'armée. Lui, il est un général légitimiste. Donc, il n'a de cesse que de vouloir rapidement désarmer les forces intérieures de la résistance au profit des forces françaises libres et surtout de la police et des forces légitimes. Donc, il peint en résistant tous les types qui avaient été collaborateurs. Donc, ce qui a fait que la France n'a jamais fait son retour sur le passé comme l'ont fait d'autres pays qui ont été occupés, qui ont été obligés de se poser les vraies questions. Nous, on a rapidement trouvé quelques responsables. On a souvent entendu des femmes, c'était simple. De faire ça sur les femmes, c'est toujours beaucoup plus courageux, on va dire. Donc, on a trouvé des salopes et on a vite réglé les problèmes de l'épuration. Donc, la France est un pays qui, à la sortie de la guerre, a un consensus parti communiste, parti de droite, pour mettre en place un programme généreux. Mais derrière ce programme généreux du Conseil de la Résistance, programme qu'on va dire de gauche, on va dire, il y a aussi une vraie rationalité économique. C'est-à-dire qu'il y a dans les élites, je dirais, libérales, au sens français du terme, un soutien à ce programme. Jean Monnet, qui est le père de la planification française, avait rien d'un communiste. Il était extrêmement libéral. Mais là, il y a un raisonnement très simple. C'est qu'en période de reconstruction, le marché n'est pas forcément le meilleur lieu de régulation. Il va falloir, en période de reconstruction, centraliser la rareté. Alors, on a l'aide du plan de Marshall, mais elle est rare, l'aide du plan Marshall. Elle n'est pas d'abondance, contrairement à la légende. On a beaucoup de choses à reconstruire. Il faut savoir ce qu'on reconstruit. Est-ce qu'on fait plaisir aux gens tout de suite ? C'est-à-dire, on leur fait des logements ? Ou est-ce qu'on fait des infrastructures ? On décide les infrastructures. La France va rester dans le bidonville. Est-ce qu'on donne à manger aux Français tout de suite ? Ou est-ce qu'au contraire, on utilise les peu de ressources que nous avons pour refaire démarrer la machine économique ? Le charbon, est-ce qu'on va s'en servir pour chauffer ou pour relancer la machine économique ? Il faut donc gérer des questions extrêmement sensibles d'intérêt général. Et ce n'est pas en laissant les gens qui sont prêts à payer le plus accaparer les ressources rares qu'on va y arriver. Donc le mécanisme de marché, dans ces questions-là, ça se justifie. Ce n'est pas uniquement un deal socialo-communiste de Gaulle, c'est aussi un raisonnement économique très fort qu'on appelle la gestion centralisée de la rareté. Deuxièmement, il va falloir enfin préparer la France aux gains de productivité qu'on n'avait pas fait avant la Seconde Guerre mondiale. Ce cartel protégeait les moins compétitifs. Donc il n'y avait pas eu regroupement des entreprises. Chacun protégeait sa part de marché. Le protectionnisme laisse les situations figées. On reste donc, et à la sortie de la guerre, tout est à reconstruire et on construit des grandes entreprises qui vont porter ce redressement économique et cette reconstruction. Nationalisation. La nationalisation, ce n'est pas uniquement la nationalisation sanction, comme Renault.
c'est surtout éviter que les personnes privées accaparent les gains de productivité de l'économie, se fassent des rentes sur les économies d'échelle. C'est partager socialement les économies d'échelle. Donc c'est un raisonnement économique qui existe, qui a donné lieu d'ailleurs à des prix Nobel. J'ai vu un jour un article sur la bien-pensance à l'EDEC, comme quoi on penserait bêtement que le marché résoudrait tout. Bon, ça m'a un peu vexé, mais je pense qu'on a des raisonnements qui justifient l'intervention de l'État. Et enfin, et ça c'est un raisonnement assez intéressant, c'est la nationalisation du crédit. Que n'a-t-on pas dit, et on a eu raison, puisqu'ensuite il a fallu une grande réforme libérale dont j'avais parlé la dernière fois, Pierre Bérégovoy, que n'a-t-on pas dit sur les conséquences néfastes à long terme de la nationalisation du crédit et sur le renchérissement du coût du crédit. Mais à l'époque, avoir une concurrence féroce entre les banques et ne pas organiser par la nationalisation du crédit et, je dirais, l'intervention de l'État, un quasi-oligopole, avec des barrières à l'entrée importantes, n'était pas dénué de sens. L'idée était que si le crédit était, la concurrence était trop féroce, les clients n'allaient pas être fidèles. Donc les emprunteurs n'allaient pas être fidèles. Qu'est-ce qui se passait? Si les emprunteurs n'étaient pas fidèles, on n'allait pas leur prêter à long terme. On allait prêter très cher. Or l'argent était cher. On allait prêter très cher parce qu'on savait que le client, dès qu'il trouverait moins cher, il partirait. En créant une situation d'oligopole, on disait aux banquiers, tu vas garder tes clients, personne ne vient te les prendre, le secteur bancaire reste un secteur protégé, tu peux faire un effort de long terme, pas gagner immédiatement et spéculer. Car on était sorti d'une économie de la spéculation financière. L'économie de la guerre, c'est aussi une économie de la spéculation, du marché noir, de la spéculation. D'accord ? Voilà. Donc, le sujet. Malheureusement, ces bienfaits de l'intervention de l'État, qui sont à mon sens incontestables dans les périodes de reconstruction, et qui pour Monet étaient évidentes, ont eu sur le long terme des effets pervers. C'est génial avec Daniel, avoir un collègue à côté, c'est toujours rassurant. Donc, on a eu des effets pervers. Premier effet pervers, c'est que le plan, ce n'était pas les fonctionnaires. Le commissariat au plan n'était pas un ministère, et on l'avait construit en dehors des ministères. Et Jean Monnet ne voulait que des contractuels, parce qu'il ne fallait pas que ça dure longtemps, il ne fallait pas que les gens se sentent fonctionnalisés dans le plan. Et deuxièmement, le plan, c'était la concertation de tous les acteurs de la vie économique. Donc c'était des décisions qui étaient prises par les acteurs de la vie privée. L'État se jouait le rôle de coordinateur. Petit à petit, les politiques du plan ont été prises en main par les ministères, sous l'impulsion du politique. Mais les politiques ne durant pas longtemps, surtout à l'époque. Je vous rappelle les ministères, l'instabilité ministérielle. Qu'est-ce qui se passait? Quand vous avez un ministre qui ne dure pas, qui va prendre le pouvoir? Le fonctionnaire qui, lui, dure. Donc on a eu un passage de la planification, où l'État jouait un rôle de coordinateur des acteurs privés, à une mise en coupe publique du plan, et ensuite à une fonctionnalisation de cette mise en coupe publique, au fait où finalement les électeurs, les citoyens ont perdu tout contrôle. Et ce phénomène-là, il a perduré. Et c'est ce fameux passage pervers entre le public et le privé, le pantouflage, le fait que finalement un fonctionnaire, quand il échoue dans une fonction, il reste fonctionnaire, donc il n'a pas la sanction que va avoir un chef d'entreprise et va pouvoir perdurer. On voit bien, puisqu'on parlait du Crédit Lyonnais, Jean-Yves Aberer, donc il y a deux personnes qui ont planté le Crédit Lyonnais, un de droite et un de gauche, comme ça c'est parfait. Jean-Maxime Lévesque, alors lui c'était un incompétent total, quasi malhonnête, qui venait du CCF, et ensuite quand la gauche est revenue au pouvoir, Jean-Yves Aberer, un incompétent de gauche. Voilà. Donc Jean-Yves Aberer plante le Crédit Lyonnais d'une manière colossale. Le ministre de l'économie est parfaitement au courant. Le Premier ministre est de droite, Jean-Yves Aberer est pourtant de gauche, donc ce n'est même pas un problème de solidarité politique. Mais Jean-Yves Aberer, il a été major de l'inspection des finances. On ne peut pas lui faire ça.
C'est-à-dire ça, c'est de licencier. On va le nommer président du Crédit National. On vire un mec qui était de gauche, Yves Lioncan, qui lui était de gauche, donc il avait plus de soutien politique, mais il n'était pas mauvais. Et on met un mec qui vient de planter 150 milliards. Et quand Perlevade, qui n'était que polytechnicien, vous voyez le truc, il n'était que polytechnicien, vous voyez le truc, ce débat, est nommé pour redresser, et il a fait un travail colossal, remarquable de redressement du Crédit Lyonnais. La première remarque de Bérère, ce mec n'est pas de mon monde, de quoi il me parle? Il n'a pas fait inspection des finances, il n'est pas habilité pour juger mon bilan. Donc il y a un accaparement de l'État par une caste. Donc souvent quand on critique l'intervention de l'État, est-ce qu'on critique l'intervention de l'État ou est-ce qu'on critique l'accaparement de la rente publique par une caste? C'est un phénomène bien particulier. Deuxième phénomène, les entreprises publiques et les objectifs flous. Quand on crée et qu'on nationalise une grande partie de l'économie, et notamment la première vague de nationalisation après la Seconde Guerre mondiale, toujours avec ces objectifs généreux, mais ça sera vrai aussi dans la loi de nationalisation de 80-82, on dit, si on nationalise, c'est pas pour faire comme les entreprises privées. Et là, quand on dit ça, on ouvre la porte à quoi? À des critères d'évaluation des entreprises qu'on appelle, alors en théorie de gestion, on connaît bien ça, multicritères. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez plein de critères et vous en réussissez bien un. Donc en gros, vous avez par exemple planté le profit de l'entreprise, mais vous avez créé des piscines au CE. Ah, mais c'est quand même un critère, j'ai fait du bien pour... Voilà. Vous avez... voilà. Et ça, c'est les critères flous. C'est-à-dire que les entreprises publiques... Alors tout ce qu'on apprend à nos étudiants, c'est le focus. Et tout ce qui est de l'histoire de la stratégie de l'entreprise, c'est ne perdons pas, dans nos boulots, ne perdons pas l'essentiel, ce qu'on appelle les problèmes d'ordre 1, et n'allons pas dans les problèmes d'ordre 2. Quand une entreprise a trop d'objectifs ou qu'elle est trop complexe, on essaye de la simplifier pour être sûr que le management aille sur le métier qu'il connaît. Dans l'entreprise publique, au contraire, on a inventé la notion de bonheur social grâce à l'entreprise. Donc l'entreprise, elle est faite pour tout, mais peut-être pas pour fonctionner. Alors la région Poitou-Charentes étant bien sûr la quintessence de ça, parce qu'une région est normalement là pour gérer des services publics de la région, qui ont été faits par la décentralisation, mais la région Poitou-Charentes est devenue un laboratoire d'idées, donc on a fini avec beaucoup d'idées, un gros déficit, on investit dans Eliès, dans MIA, on plante, parce qu'on n'y comprend rien, voilà. Donc je veux dire, il y a là, c'est quand on n'a plus l'objectif en tête de pourquoi on est là, d'accord? Quand une collectivité locale, par exemple, se targue d'objectifs qui ne sont pas les siens, souvent, elle néglige ses objectifs. Elle va avoir des trottoirs complètement pourris alors qu'elle va créer des infrastructures d'ordre économique qui ne sont pas forcément dans ses missions et dans la loi de décentralisation. Il y a là un risque. Et les entreprises publiques ont souvent, les fondations des entreprises publiques, préoccupaient plus le président de l'entreprise public que le fonctionnement de l'entreprise, parce qu'ils savaient qu'à la fondation, il y avait l'ancien président qui allait venir, de la République, etc. Enfin, des choses assez curieuses. Voilà. Et enfin, le faible niveau de concurrence lié à l'organisation de la production dans le plan, puisque c'est un des objectifs, c'est de rationaliser les efforts, c'est de répartir les efforts entre les acteurs, c'est pas de les mettre en concurrence. C'est souvent un frein à l'innovation et à la compétitivité. D'accord ? Et vous le voyez aujourd'hui, une des conséquences, c'est un sujet qui est extrêmement fort, c'est aussi le sentiment que les entreprises publiques ne sont pas mortelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de les réformer, elles ne vont pas mourir. Voilà. Donc c'est... Voilà. Donc, on a rattrapé notre siècle, je vais dire. Oui, là, on est dans le siècle, là. Voilà. Donc, une dernière question avant de passer aux questions de la salle et pas mal de réactions sur par SMS. Oui, je me doute que... Face à la crise, pensez-vous que l'État devrait s'impliquer davantage dans l'économie, notamment en renforçant la politique industrielle? Vous envoyez
si vous pensez que l'État devrait effectivement s'impliquer plus, vous envoyez 1 au 06 79 82 59 48 et vous envoyez 2 si vous ne le pensez pas. Je vais profiter pendant que vous répondez à cette question pour vous justement vous faire partager quelques réactions. On a eu sur les petits et grands patrons, sur le protectionnisme, pas mal de personnes qui réagissent et qui nous disent aujourd'hui il faut distinguer le grand et le petit patronat. Le petit patronat est très protectionniste. Toujours sur l'État et le protectionnisme, l'État protectionniste est compréhensible puisqu'il s'aligne sur le vote politique. Il faudrait que l'État soit une entreprise pour changer de régime économique. C'est des remarques incroyablement puissantes, hein, oui, puisque tout à fait. ça fait l'objet de recherches en économie politique, c'est-à-dire est-ce que la réforme économique est possible en fonction de la structure économique. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une majorité de Français qui ne payent pas l'impôt, est-il possible de réformer les finances publiques ? Aujourd'hui, on a une majorité d'électeurs qui ne payent pas l'impôt. Donc c'est pour ça que les gens sont favorables à l'impôt négatif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ceux qui vont voter, s'ils votent et qui ne payent pas d'impôt dans un système normal, ils ont intérêt à augmenter la dépense publique puisqu'ils ne le payent pas. Si maintenant, en votant plus de dépenses publiques, ils voient leur niveau d'impôt négatif, c'est-à-dire le chèque qu'ils reçoivent de la puissance publique diminuer, alors ils deviennent aussi sensibles que ceux qui payent des impôts. C'est ce qu'on a appelé tout le monde paye des impôts, mais il peut être négatif. Donc ça, c'est un sujet très fort. Le deuxième sujet, c'est oui, la distinction entre grandes entreprises et petites entreprises. Ce qui a caractérisé le capitalisme français dans les années 80, je n'avais parlé à la première réunion, c'est une renonciation du grand patronat à la France. C'est-à-dire que rapidement, le grand patronat s'est dit, ben finalement, la France, c'est plus... Alors, peut-être une réaction à 68, peut-être une réaction à un certain nombre de choses. Le patronat français s'est dit, il y a la mondialisation, on va la perdre. Et donc, l'économie française va la perdre, mais moi, je vais la gagner. Donc, je vais plutôt devenir un grand patron d'un groupe coté qui a les moyens financiers de bénéficier de la mondialisation. Si vous reprenez le textile, par exemple, eh bien, le plus grand groupe français de luxe et qui est basé sur le textile, LVMH, s'est construit à partir de la renonciation à sauver Boussac. Boussac, grande entreprise de textile, détient un joyau qui s'appelle Dior et reçoit de la part d'un Premier ministre de gauche très jeune, un peu naïf, Laurent Fabius, une somme importante pour redresser l'entreprise Boussac. Que fait M. Arnault, qui est un homme très intelligent, dit « Je vais prendre la subvention pour Boussac, je ne vais pas moderniser les filatures et les entreprises Boussac, c'est mort. Et je vais faire de Dior le début de mon empire. Une marque, et je fabriquerai à l'étranger, j'achèterai. Si vous regardez aujourd'hui le textile français, c'est que des achats d'entreprises italiennes, ou des achats, les grands succès, c'est-à-dire elles sont françaises par le capital, c'est-à-dire ce sont des Français qui les détiennent, mais les emplois, ils sont à Florence, ils sont à Pise, ils sont à Turin, ils sont à Milan, ils ne sont pas à Roubaix, ils ne sont pas à Lille, grande zone du textile. Si vous prenez maintenant les grands groupes de distribution, Auchan, c'est des gens du textile au départ, qui disent « c'est plus la peine d'essayer de produire en France, je vais peut-être m'installer à titre privé en Belgique, mais surtout, je vais être le bénéficiaire de la mondialisation des échanges, je vais importer les biens à bas prix que je vais vendre aux Français. » Donc ce qui caractérise le grand patronat français, ce n'est pas le protectionnisme, c'est l'absence de croyance à ce que la France puisse se redresser. Et bien évidemment, plus vous avez des blocages dans l'économie française, plus on donne raison aux gens de ne pas y croire, plus ils savent être mobiles. C'est une illusion de croire que par la grève, vous allez bloquer le patronat. Le patronat dit, au bout d'un moment, je raffinerai mon pétrole ailleurs. Si les ports français sont en faillite, c'est parce qu'il y a eu des grèves à répétition dans les ports français, et maintenant on passe par le nord de l'Europe, ou par Gênes, et on s'en fout. Donc voilà, le petit patronat, lui, il n'a pas les moyens d'être mobile. Le petit patronat, il est attaché à son territoire. Donc lui, il a plutôt le réflexe de dire comment je protège mon industrie dans mon territoire. Voilà, c'est vraiment effectivement deux raisonnements totalement différents. Hein, voilà.
Et donc, l'un comme l'autre, ils sont attachés à retrouver de la croissance. On voit le résultat du sondage. 61,9% pensent qu'effectivement, l'État ne devrait pas plus s'impliquer dans l'économie. Et je conclurai en commentant ça avec mon dernier slide, je pense, enfin mes 2 derniers slides. Ça, c'est un enjeu essentiel. C'est un enjeu essentiel, c'est un enjeu qui a lieu dans toutes les campagnes électorales. Les hommes politiques français, comme diraient les Anglais, parce que c'est un terme qu'ils aiment bien employer, parce qu'ils l'ont dans les 2 langues, ils sont arrogants. C'est-à-dire qu'ils manquent de modestie, le contraire de l'arrogance, c'est la modestie. Ils pensent que, d'abord, ils se rendent responsables du taux de chômage. Vous avez un ministre du Travail qui dit « j'ai échoué, le taux de chômage a augmenté ». Enfin, s'il y a un taux de chômage qui augmente, c'est parce que les entreprises ont des difficultés. Et quand elles baissent, c'est pas parce que le ministre du Travail a créé des emplois, c'est parce que les entreprises ont créé des emplois. Donc déjà, ils se mettent avec des indicateurs économiques qu'ils ne maîtrisent pas. D'ailleurs, ils découvrent, ils disent « oh, heureux hasard, le chômage a baissé ». Je m'y attendais pas. C'est assez marrant, ils font une politique économique, puis premier commentaire, je m'y attendais pas, c'est une belle surprise. Bon, faut arrêter. Donc je veux dire, quelque part, aujourd'hui, les hommes politiques, et Daniel l'a démontré, quelles que soient les mesures de politique de l'emploi, ce qui fait à la fin des emplois, c'est qu'il y ait des entreprises, qu'il y ait de la demande et des débouchés. C'est pas qu'on subventionne. On peut vous subventionner tous les emplois de la Terre, si vous n'avez pas de clients, vous n'allez pas les embaucher, les gens. Donc ça, c'est une démarche quand même un peu rationnelle. Donc les hommes politiques, aujourd'hui, en France, vendent toujours leur hyperpuissance. C'est-à-dire qu'ils font croire aux Français qu'ils vont... Alors demain, tout devient possible, enfin tous ces slogans. Ils vont changer la vie des Français. Dans beaucoup d'autres pays, les hommes politiques ne font pas ces promesses-là. Ils ont des promesses plus locales, plus environnementales, plus sécuritaires quelquefois, mais ils ne font pas de promesses économiques. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas de tradition que l'économie soit aux mains des hommes politiques par la puissance publique. Donc en France, on a cet héritage de notre Trente Glorieuses, l'idée que les responsables de l'État devraient être responsables de l'économie. Qu'est-ce qui se passe dans l'économie politique ? C'est-à-dire, c'est un sujet important, j'en ai parlé tout à l'heure avec la feuille d'impôt, mais globalement, savoir si les rapports de force économiques permettent la réforme. La première chose, c'est que les hommes politiques, ils sont sous pression médiatique. Ils sont sous pression médiatique. Eh bien, dans la politique de l'emploi, dans la politique économique, qu'est-ce qui va intéresser les médias ? Paradoxalement, ce n'est pas la création d'emplois. Les médias aiment les catastrophes. Vous voyez, les attentats, et là, c'est la destruction d'emplois. Ils aiment les images fortes, les ouvriers qui cassent une usine. S'intéresser au patron qui vient de recruter un salarié de plus, on ne va pas faire un reportage. Vous envoyez un communiqué de presse en disant « je viens de recruter un salarié ». Or, l'emploi se crée ponctuellement. C'est-à-dire que la création d'emplois en France se fait par les petites et moyennes entreprises. Ça n'intéresse pas les journaux. Par contre, la destruction d'un stock de 600 emplois, ça intéresse immédiatement les médias. C'est normal. Entre créer un emploi et en détruire 600, on ne va pas aller interroger 600 entrepreneurs qui ont créé chacun un emploi. Le journal de 20 heures, il ne suffirait pas quand même. Donc là, on a une réaction. Et les hommes politiques, en fait, ce qui les intéresse, c'est les médias. Aujourd'hui, c'est plus de prendre des décisions, c'est de savoir comment les médias vont réagir à ce qu'ils disent. Donc, sauver les emplois menacés. Mais qu'est-ce que c'est sauver les emplois menacés ? C'est pas s'interroger à pourquoi ces emplois disparaissent. Peut-être que le secteur, on va prendre par exemple le cas de l'agriculture en Bretagne. Le cas de la filière agricole Bretagne, c'est un échec. C'est une agriculture intensive qui a flingué les nappes phréatiques, qui flingue les côtes bretonnes. C'est une surproduction de biens agricoles et notamment un élevage de mauvaise qualité qui est en concurrence avec des élevages de mauvaise qualité où on a des charges sociales bien moindres, la Pologne, l'Est de l'Europe. Donc on se bat avec des ports bretons et des charges sociales françaises contre des ports polonais, des salaires polonais, des charges sociales. C'est voué à l'échec. Eh bien les hommes politiques vont, à chaque élection, les députés vont dire qu'ils vont sauver la filière porcine, rajouter des subventions pour moderniser une filière qui, de toute façon, ce n'est pas sa modernisation. Elle est extrêmement moderne, la filière porcine en Bretagne. C'est simplement que le positionnement est mauvais. Que l'essentiel des clients de la France sont bio et on fabrique de la... Donc ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va baisser les charges sociales sur les éleveurs de porcs pour sauver l'emploi. Les abattoirs... Mais qui va payer les charges sociales ? Les autres patrons ? Les autres salariés ? Il faut bien à la fin arriver à un rééquilibrage des dépenses sociales. Donc quelque part,
pour sauver des emplois qui sont menacés, on fait peser sur des entreprises dynamiques des charges qui leur empêchent de créer des emplois. Ça, c'est un phénomène qui, quand on le théorise, s'appelle la destruction créatrice. Il faut accepter de laisser se détruire des économies passées pour construire des économies futures. C'est un grand économiste qui s'appelle Schumpeter qui a théorisé ça. Et c'est impossible pour l'homme politique. L'homme politique est attaché à protéger son existence. Surtout qu'il sait très bien que la localisation des nouveaux emplois n'est pas forcément dans les mêmes régions que les anciens. Ce qui caractérise aussi la France, c'est une absence de mobilité. C'est-à-dire qu'on cherche des emplois dans les régions où l'on réside. Donc là, vous avez un deuxième phénomène politique. L'idée aussi, c'est que la France, l'État a encore une forte influence dans un grand nombre d'entreprises. Est-ce que l'intervention de l'État dans ces entreprises n'est pas un frein au changement? Si vous regardez des exemples récents, la négociation sur le temps de travail à la SNCF. La SNCF va être soumise à la concurrence internationale. Il faut réformer le temps de travail. Air France, il faut réformer la productivité. On voit dans le groupe KLM, on a fait des gains de productivité dans KLM, on n'en a pas fait dans Air France. On a les droits d'aéroport de Paris qui sont bien supérieurs aux droits d'aéroport de Skypool, du hub. Qu'est-ce qui se passe? On a une compagnie qui s'appelle KLM, qui est sur un aéroport central en Europe, Skypool, Schiphol, enfin, voilà, qui va capter toute la rente de la distribution des passagers aériens. Et quand plus il y a de grèves en France, plus on transfère les vols internationaux sur les Pays-Bas. Ça veut dire qu'à terme, l'aéroport de Paris va perdre son côté plateforme centrale et ça va être les Pays-Bas qui vont récupérer et KLM qui va récupérer l'essentiel. Qu'est-ce qu'a fait l'État? Il a désavoué le PDG d'Air France, au point que ce PDG est parti. Et qu'est-ce qu'il vient de faire? Il a désavoué le PDG. C'est-à-dire que le même État qui fait voter en 49.3 une loi El Khomri pour favoriser la négociation dans l'entreprise au détriment des accords de branche ou de l'intervention publique, lui-même, quand il est en charge d'une entreprise, interdit la négociation dans l'entreprise en s'en mêlant directement. Allez, je vais vous demander de conclure parce qu'on a une demi-heure de la fin et je les voudrais nouvelles qu'on préserve frontières des de questions. l'intervention de l'État, les nouvelles frontières de l'intervention de l'État, mon propos n'est pas de dire que l'État n'a rien à faire, mais probablement il doit repenser son rôle. Premièrement, la protection de la propriété intellectuelle, les normes et le droit. La France se caractérisait par un pays qui avait un des droits les plus efficaces. C'est-à-dire que depuis le Code Napoléon, nous avons un droit qui était simple d'interprétation, à savoir que les contrats français pouvaient se référer au Code et on avait des contrats simples. Le droit anglo-saxon se caractérise que par la jurisprudence et l'importance des contrats. En gros, les frais d'avocat. Bon, la France est en train, les pays de droit latin sont en train de perdre la compétition du droit. On atteint aussi ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit, c'est-à-dire que des pays nous imposent leurs droits. Vous ne signez plus les contrats dans votre propre droit national. Moi, je vends de la recherche dans le monde entier. Je suis obligé d'avoir tous mes contrats sur la cour de l'État de New York. Je suis obligé d'avoir mes contrats sur la cour d'un canton en Suisse. Sinon, je ne vends pas. C'est-à-dire que quelque part, si j'avais un procès avec mes clients, je serais obligé de travailler sur une langue et un droit qui n'est pas le mien. Deuxièmement, les normes et la propriété intellectuelle. Aux États-Unis, vous pouvez breveter très facilement. Ce qui fait que vos concurrents vont avoir du mal à innover face à vous parce qu'ils vont avoir peur de procès en propriété intellectuelle. Vous avez vu Samsung versus Apple. On brevette sur n'importe quoi pour empêcher Samsung de rentrer sur le marché du iPhone aux États-Unis. D'accord ? En France, en Europe, la notion de brevet est extrêmement restreinte. La politique de l'offre et la politique environnementale. Ça, c'est le débat du CICE. Est-ce que la France va continuer, l'État français va continuer à subventionner des projets industriels qui ont globalement échoué et qui ont coûté extrêmement cher à la puissance publique, et on continue à le faire avec un grand nombre d'initiatives, jusqu'au pôle de compétitivité, qui sont de la consommation d'argent public, d'accord ? Ou est-ce qu'au contraire, on va faire confiance aux entrepreneurs et rendre leur vie plus facile ? Ça, c'est le Big Bang
de Ronald Reagan, c'est le Big Bang de Margaret Thatcher, c'est-à-dire d'un coup, la Grande-Bretagne était un pays hyper étatiste avant Margaret Thatcher. Margaret Thatcher dit c'est fini, l'État s'occupe pas. Alors il y a des gens dans la rue, il y a des morts, on tire sur les mineurs, on laisse fermer les entreprises. Mais comme on avait été élu pour le faire, c'est plus facile. Hein. Quand on a un gouvernement qui ne s'est pas fait élire pour ça, dès qu'il y a 2 mecs dans la rue, il arrête. Hein. Voilà. Donc quelque part, Margaret Thatcher dit j'ai été élu pour ça. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle libéralise et elle favorise le licenciement pour favoriser l'embauche. Qu'est-ce qui se passe à la sortie de la crise financière en Grande-Bretagne? On vote une loi pour l'emploi. Vous savez ce que c'était la loi pour l'emploi de Cameron? C'était une loi facilitant les licenciements. Avec gros titres dans la presse, et l'opposition n'a pas été à l'opposition sur ça, si je facilite les licenciements, quand l'économie reprendra, les gens auront moins peur d'embaucher. Donc c'est exactement, on n'est pas dans la loi El Khomri, on est à la loi El Khomri numéro 8. Ce sont des sujets extrêmement importants. Il est bien évident qu'une des conséquences aussi du système anglais, c'est la précarité. Donc, une des caractéristiques de l'intervention de l'État qui veut avoir une politique favorable aux entreprises pour avoir un environnement favorable au business, mais qui veut aussi préserver un ordre social, éviter aussi les travailleurs pauvres, c'est mettre des règles. C'est la flexi-sécurité du Danemark, de la Suède, taux de chômage dans ces pays extrêmement faible, facilité à faire du business dans ces pays, mais en même temps, traitement, accompagnement de la flexibilité par la sécurité et la formation professionnelle. C'est un des enjeux clés qui a été ratée, la réforme du marché du travail, et celle-là, elle est encore ratée, car elle ne prend pas les 2 côtés de la balance, elle vient briser l'ordre social sans proposer quelque chose de positif. Et enfin, la politique de la commande publique, c'est une politique importante, et je pense qu'il faut que l'État réfléchisse à l'organisation de sa commande publique. Les Américains savent très bien organiser la commande publique au profit de projets de long terme. Alors ils appellent ça... Ils mettent la défense, mais c'est en fait une organisation de subventionnement de la technologie. Nous avons su organiser dans l'industrie aérospatiale la commande publique. Il n'y aurait pas eu Airbus s'il n'y avait pas eu des programmes de commande publique. Les premières entreprises qui ont commandé des Airbus, c'était des entreprises nationales, British Airways, Lufthansa, Air France, qui ont fait Airbus. Voilà. Donc il faut aussi se reposer la question de la commande publique. Voilà. C'est-à-dire ne pas faire les choses à la place des entrepreneurs privés, mais peut-être leur donner des perspectives. Voilà, merci. Alors, on va passer effectivement aux questions-réponses avec la salle. Déjà, une première réaction. On a eu beaucoup de questions autour de la philosophie de l'État. Sur son rôle, est-ce que la philosophie de l'État est d'être un investisseur ou pas? C'était la question 8, par exemple. On a eu aussi beaucoup de questions sur le recul que nous pouvions avoir autour du CICE. C'était la question numéro 9. Il me semble que les résultats d'une incitation à l'innovation doivent s'apprécier sur une longue période. Ensuite, on avait d'autres types de questions sur le soutien financier aux entreprises. Est-ce que c'était de la seule initiative de l'État? Non, puisqu'il y a aussi les collectivités territoriales qui jouent un grand rôle sous forme de subventions. Pour elles, quelle efficacité? C'était la question 23. Et voilà déjà une première salve. Et puis après, plusieurs questions sur des solutions pour en sortir de ces situations. Les 2 premières entre la philosophie de l'État, investisseur ou pas, et les soutiens financiers je vais prendre le bilan du CICE, parce que c'est un sujet que Daniel a présenté. Comme ça, il pourra prendre une question sur ma partie, sur le soutien aux entreprises. Voilà, comme ça, on montre notre polyvalence à l'EDEC. Le CICE, le CICE, c'est un échec par structure. C'est-à-dire qu'au départ, le CICE, c'est une réaction au rapport gallois qui montre qu'il y a une dégradation de la compétitivité de la France par rapport à ses partenaires européens. Et on prend l'exemple de l'Allemagne. La France et l'Allemagne étaient tous les deux malades de l'Europe, des finances publiques et de la compétitivité en 2005. 10 ans après, l'Allemagne est un des pays les plus efficaces en industrie, des comptes extérieurs magnifiques, a plus besoin de négocier des flexibilités du pacte de stabilité, puisqu'on les avait négociés. Hein. Schröder et Chirac étaient allés à Bruxelles en disant le pacte de stabilité, on s'en fout. Après, on se demande pourquoi les Grecs ne l'ont pas respecté, mais déjà les 2 créateurs de l'Europe ne le respectent pas.
réforme structurelle de compétitivité. Nous, on s'aperçoit que les socialistes arrivent au pouvoir, font un bilan de la compétitivité, on leur doit ça, s'aperçoivent que, bon, ils ont peut-être raté ça dans la campagne électorale, que le vrai problème, c'est la compétitivité de l'économie française. C'est peut-être pas la finance, c'est peut-être pas... Voilà. C'est ce problème-là. Comment ils essayent de le régler ? Comme ils n'ont plus le temps, qu'ils n'ont pas le temps, ils veulent un choc de compétitivité, c'est-à-dire qu'ils pensent que les réformes structurelles n'ont aucune chance de pouvoir être acceptées des Français si, entre-temps, on n'a pas retrouvé le chemin de la croissance. Donc, en gros, réformer le marché du travail, etc., ça va prendre du temps, les résultats ne sont pas immédiats. Donc, on fait un choc de compétitivité pris par la subvention. Et là, hop, on retrouve l'ambiguïté socialiste, c'est qu'il faut vendre à l'Assemblée nationale. Vous voyez l'Assemblée nationale, là, bon, vous voyez à peu près le profil sociologique en 2012, à des gens qui ont été élus, qui sont essentiellement de la sphère publique, du secteur protégé, on va leur vendre la compétitivité des grandes entreprises. Donc on va dire, on va donner 40 milliards. Et au lieu de dire, on va donner 40 milliards pour soutenir finalement l'investissement, les marges, parce que les entreprises françaises avaient besoin de restaurer leurs marges, on dit non, non, vous inquiétez pas, ça va créer des emplois. Donc on est en train de vendre la mauvaise mesure. Et comme on veut que ça crée le plus d'emplois possible, on dit oh, il va falloir le faire sur les petits emplois, parce que les petits emplois sont toujours mieux que les emplois bien payés. Donc on dit le crédit de compétitivité est une exonération de charges, est une somme qui va en contrepartie des charges sur des salaires ne dépassant pas, je crois, 1,6 fois le SMIC ou 1,8. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va plutôt subventionner les emplois des entreprises de services, de la grande distribution, qui ne sont pas soumis à la compétitivité internationale, parce que les entreprises qui sont soumises à la compétitivité internationale et qui ont résisté sont plutôt des entreprises qui ont de la valeur ajoutée, et ces salariés sont mieux payés. Et donc, au lieu de subventionner les emplois les mieux qualifiés, les emplois d'ingénieurs qui vont permettre à la France de reconquérir des parts de marché, on vient filer un chèque à la patronne de l'ECA Sud, au groupe Leclerc, qui fait souvent la une de vos journaux pour des raisons sportives. On va filer un chèque à les entreprises de nettoyage, Honnête, etc. Voilà, donc globalement, ce n'est pas un problème, mais ça n'atteint pas du tout l'objectif qui était la compétitivité des entreprises. On ne pouvait pas, bien évidemment, dire on réserve le pacte de compétitivité aux entreprises exportatrices, parce que là, c'était une subvention aux exportations interdite par l'OMC. Mais si on avait autorisé le pacte de compétitivité ciblé sur ces secteurs industriels et pas sur les services, et on l'aurait autorisé pour des salaires allant jusqu'à 2,5 fois le SMIC, alors on aurait un effet beaucoup plus puissant. Mais ce côté, on est de gauche, on parle d'emploi et des petits emplois, n'a pas été finalement dans la logique du pacte de compétitivité. Voilà. Mais on avait exactement la même chose avec la réforme Fillon, les exonérations Fillon. On a toujours limité en France les exonérations sur les bas salaires. Bilan de l'opération, les patrons n'augmentent pas les salaires parce qu'ils savent que s'ils augmentent trop les salaires, ils sortent du régime exonératoire de charges sociales. Donc en plus, on met la pression à maintenir en France quand même la médiane des salaires en France est une des plus faibles d'Europe. C'est-à-dire qu'en gros, en France, on ne gagne pas sa vie en travaillant. La médiane des salaires est catastrophique. C'est pas qu'il y a des bas salaires, c'est que la médiane, c'est-à-dire ceux qui regroupent l'essentiel des salariés, c'est-à-dire le salaire qui représente l'essentiel des salaires, la médiane est catastrophique. Voilà. Elle est très proche du salaire minimal. Voilà. Donc c'est vraiment une catastrophe. Voilà. Effectivement, aussi beaucoup de réactions sur les secteurs où l'État est fondé ou non à intervenir. On avait par exemple dans la question numéro 3, l'État est en tout cas fondé à intervenir dans des questions intéressant la défense nationale par exemple, ou les domaines stratégiques, ou la question 39 en conclusion, doit-on réduire l'action de l'État et quels seraient les domaines où elle resterait pertinente? En même temps que Daniel réagit. Et on passera le micro dans la salle juste après. Alors, conclusion. Alors oui, il y avait réduire l'action de l'État sur différents domaines. Attends, j'ai un peu de mal à lire ce qu'il y a. Voilà, politique de logement, les gens, territoire, protection, la santé. Oui, en fait, le rôle de l'État, peu à peu, on va le voir. Alors,
Je voudrais revenir en revanche sur une des questions précédentes qui était sur les collectivités locales, qui n'avaient pas été développées. Parce qu'on a, on a en fait un soutien financier qui est effectivement en grande partie de la part de l'État, mais la loi de décentralisation fait aussi qu'on commence à avoir énormément de subventions qui sont traitées principalement par les collectivités territoriales, c'est-à-dire mairie, métropole maintenant, région. Nous, on a un cas assez classique à l'EDEC, on avait une filière d'apprentissage. On a une filière d'apprentissage et en fait, vous savez comment ça fonctionne, donc des subventions pour les entreprises qui provenaient de l'État, qui proviennent maintenant de la région. Et donc la décision qui avait été prise à l'époque par la région avait été de supprimer les subventions de filière d'apprentissage. Donc c'est vrai qu'on est de plus en plus, grâce ou à cause de la décentralisation, dans cette situation-là. Troisième élément aussi, on a aussi des subventions qui n'ont pas été citées, mais qui sont les subventions européennes, qui sont aussi des points importants, principalement en matière de recherche. On peut demander aussi des subventions. Et une des questions aussi, une des remarques qui avait été faite, était sur le fait qu'il fallait juger le soutien à l'innovation sur le long terme. Les chiffres que j'ai donnés, c'était des chiffres de long terme. C'est-à-dire que j'avais donné des chiffres de l'an 2000 et des chiffres de 2016. Donc on a quand même jugé sur le long terme. Et sur le long terme, clairement, les subventions à l'innovation ne marchent pas. Alors, est-ce qu'il faut réduire l'action de l'État? Ça commence déjà peu à peu à être le cas. On a eu des campagnes de privatisation, on commence quand même à se rendre compte. Et si vous regardez, par exemple, les programmes des de plus en plus nombreux candidats à la primaire des Républicains, vous vous rendez compte que même certains qui étaient de tradition, on va dire, un peu plus étatiques, puisque tout ce qui était anciennement le RPR, devenu ensuite l'UMP, avait quand même une tendance assez forte à la présence de l'État. Vous avez 12, 13 programmes qui sont en train de se combattre en étant chacun voulant être plus libéral que l'autre. Donc la démarche de réduction du rôle de l'État, elle commence à être réellement dans la plupart des programmes. Et quand vous regardez même de l'autre côté de l'échiquier, quelqu'un comme Macron, qui a en quelques mois eu une popularité particulièrement importante. Pourquoi? Parce qu'il tient un discours qui paraît un peu moins étatiste et un peu plus libéral que les autres. Donc il y a un certain nombre de domaines qui sont domaines traditionnels de l'État, qui sont par exemple les domaines de la défense. Et ce que disait Noël, moi, un point qui m'a paru, tout était intéressant, mais un point m'a paru plus intéressant que d'autres, c'était le soutien américain à la défense, qui est en fait un soutien à la technologie. C'est-à-dire que les Américains font passer, il faut quand même se souvenir qu'Internet était au départ un dispositif qui est un dispositif de l'armée américaine, qui est un dispositif utilisé pour communiquer au sein de l'armée américaine et qui est devenu maintenant un des instruments utilisés par, entre autres, les entreprises américaines. Donc les États-Unis ont réussi comme ça à subventionner leur innovation et à subventionner les petites entreprises qui sont certaines devenues très grosses en matière de développement technologique grâce aux commandes de l'armée américaine. Pour revenir sur les interventions locales, on a deux démarches d'intervention locale intéressantes. Il y a l'intervention directe qui me semble être un peu de l'ancien système et qui a donné des résultats assez mitigés. Puis maintenant, on a le co-investissement des entreprises locales. Donc, par exemple, la région fait cela avec l'Europe, c'est-à-dire on laisse les professionnels de l'investissement et du capital investissement et on vient abonder, c'est-à-dire investir avec eux, ou on travaille avec les banques européennes d'investissement, c'est-à-dire avec des gens qui ont... Voilà, et on crée des fonds, on crée des fonds d'investissement à logique privée, mais où on va donner des garanties aussi pour favoriser finalement l'investissement privé. Donc ça, il y a quand même aujourd'hui moindre volonté d'intervenir directement dans les projets et de les définir. Ça, c'était le vieux projet, mais plus de favoriser le financement. Bon, ça c'est aussi une manière. L'État a souvent intervient, la puissance publique intervient aussi quand le marché est défaillant. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se tromper. On va prendre le cas des infrastructures de transport d'énergie. Personne n'a envie de payer les infrastructures de transport d'énergie. En fait, tout le monde a envie de vendre de l'énergie. Le cas Enron était magnifique, c'est-à-dire qu'ils disaient qu'ils avaient une salle de trading d'énergie. En fait, ils n'avaient rien, c'était pipeau. Mais c'est l'État de Californie qui, au moment donné, a vu qu'il y avait une faillite probable de l'énergie, c'est-à-dire qu'on n'allait plus avoir d'énergie. Tout le monde vendait et achetait de l'énergie que personne produisait et surtout transportait. Donc il y a un moment donné où il y a des investissements qui ne peuvent pas être faits par le marché.
Bon, il y a la défense nationale, mais il y a aussi des raisons à ce que l'État intervienne sur les infrastructures. Parce on retrouve la vieille logique du plan, la coordination d'un certain nombre de sujets où le marché est défaillant dans cette organisation. Mais ça reste limité. Je veux dire, l'idée que l'État produise par lui-même, ou l'idée que l'État soit plus stratège qu'un chef d'entreprise et lui dise ce qu'il doit faire, qui est quand même une vieille idée française assez arrogante, et quelque chose qui est en perdition, sauf chez nous. Bon, je veux dire, il y a à peu près que chez nous, même les Japonais commencent à revenir de cette idée. Bon, il faut dire qu'avec quelques erreurs et quelques scandales publics, ils ont aussi appris. Hein, voilà. Alors, on va prendre une question de la salle. Qui veut poser une question? Là-bas, il y a des mains qui se lèvent. Merci pour votre conférence et pour votre travail, puisque je sais que le travail, c'est du temps. Alors, dans l'esprit de dialogue que vous avez évoqué et pour mettre un peu au niveau de ce que vous présentez, j'ai préparé donc ma question. Ça prendra 2 minutes seulement. Alors, l'État est un représentant du peuple, alors son intervention dans l'économie garantit que les intérêts du peuple soient respectés. A l'inverse, la libéralisation des marchés et le retrait de l'État laisse la voie libre à la loi de la jungle, et le plus fort dans l'économie capitaliste, c'est celui qui a le plus d'argent. Ça, vous le savez. On imagine où ça mène, notamment la concentration des marchés entre quelques grandes entreprises et aux ententes oligopolistiques. Je pense que l'intervention de l'État a un caractère démocratique, alors que l'intervention d'un pouvoir privé caractérise une forme d'anarchie-oligarchie. Certaines multinationales, comme vous le savez, ont un CA aussi important que le budget d'un État. Ne trouvez-vous pas que la grande distribution, par exemple, devrait être un service public, tout comme les banques de dépôt? De plus, historiquement, la nationalisation des grandes entreprises des services publics, comme EDF, est un héritage du Conseil national de la résistance. Avec la sécurité sociale et autres avancées, cela a constitué un progrès social sans précédent. Nous ne pouvons qu'espérer qu'il ne soit pas sans prolongement. Pourquoi, selon vous, public ne serait-il pas efficace? Et enfin, pour terminer, et si les think tanks comme l'EDEC mettaient leur puissance intellectuelle à établir comment faire intervenir plus d'États et d'une manière à la fois plus protectrice des intérêts du peuple et plus efficace, ne serait-ce pas plus productif, voilà, etc. Et je vous invite à découvrir le mouvement de l'Union populaire républicaine qui propose de refaire un CNR moderne. Voilà. Merci beaucoup. Bon, il y a un certain nombre de présupposés, et les présupposés, on peut les discuter. L'État n'est pas toujours une forme démocratique. Même quand on élit ses représentants, je parlais tout à l'heure de l'accaparement par une structure dans l'État du pouvoir, qui n'est pas forcément une structure élue. Donc ça pose la question du contrôle démocratique. Donc on peut avoir des pays très démocratiques, prendre le cas de la Suède, caractérise par un faible niveau de corruption, une forte implication des citoyens dans le débat économique, puisque les débats en Suède sont des débats vraiment économiques, ce qui est rarement le cas en France. On se fait élire sur des slogans et des programmes qui n'ont rien à voir ensuite avec les politiques conduites. Hein. Je veux dire, si vous faites un lien entre le programme de 2012 et ce qui se passe aujourd'hui, moi je ne le fais pas. Hein. Donc, et manger des pommes en 1995, je ne voyais toujours pas le rapport avec le CIP dans la rue ensuite. Voilà. Donc il faut donc faire attention à ne pas mélanger l'attachement à la démocratie et le fait que l'intervention publique amènerait plus de démocratie dans l'économie. On peut penser que le système de marché est aussi un système où ceux qui ont des intérêts dans l'économie, l'ensemble des participants à l'économie, votent avec leur achat, leur vente, leur acceptation. Alors vous allez me dire, il y a des rapports dissymétriques dans l'économie, c'est-à-dire qu'ensuite, ce système de marché qu'on a voulu libéral, hein, je rappelle que l'origine de la démocratie, c'est le marché. Hein, c'est parce que les économies sont devenues de marché qu'elles sont sorties des systèmes féodaux. Hein. Et on voit bien d'ailleurs que quand on veut installer la démocratie dans des pays qui n'ont pas de maturité économique, ça finit assez mal. Ça finit par une autre forme de dictature. Donc, néanmoins, il ne faut pas être naïf, je suis d'accord avec vous. Il y a un moment donné où se créent aussi des situations de rupture et de dissymétrie très fortes. Le rôle de l'État, c'est pas d'intervenir dans les unités de production, forcément, c'est pas forcément de produire, ça rendra pas, une entreprise nationale n'améliorera pas le degré de démocratie, mais c'est peut-être de faire en sorte qu'on continue à avoir des phénomènes de marché, qu'on fasse en sorte qu'il n'y ait pas des phénomènes, rappelez-vous les lois antitrust, hein, qu'on évite ces phénomènes de surconcentration de pouvoir, et ça, c'est extrêmement important. L'État, aujourd'hui, la politique européenne,
qu'on critique beaucoup, sa seule motivation économique, c'est justement de faire face aux ententes, de faire face au pouvoir excessif des entreprises face aux consommateurs et de mettre des règles. Donc il est évident qu'on peut être, entre guillemets, libéral et se préoccuper des phénomènes d'excessive concentration. Donc c'est pas forcément. Quand on regarde, ensuite, bon, vous avez parlé des banques publiques. Donc vous avez un certain nombre d'études économiques. Toutes, c'est des études statistiques, et notamment on a un des professeurs à l'EDEC les plus connus sur ce sujet-là, qui s'appelle Florencio Lopez de Silanes, qui travaille sur le lien entre la propriété du capital des banques et la qualité du développement économique, la qualité du crédit et la corruption. Eh bien, plus on a des banques dont le capital est détenu par la puissance publique, plus ce crédit est coopté au profit d'un petit nombre de gens qui connaissent les décideurs publics, et finalement, le taux de croissance est plus faible dans ces pays-là. Donc, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'intention, ce n'est pas le slogan, c'est les résultats de la politique. Enfin, les systèmes de protection sociale. Nos systèmes de protection sociale, ils ne sont pas menacés par les dirigeants économiques, ils sont menacés par les équilibres économiques. Ce n'est pas les hommes politiques ou les penseurs qui menacent les systèmes de protection sociale, c'est les déséquilibres. Il y a des déséquilibres démographiques. Il y a l'allongement de la durée de la vie, le coût de la dépendance, le coût de la santé. C'est des phénomènes. Ce n'est pas être de gauche ou être de droite que de constater qu'on a des systèmes de protection sociale qui sont de plus en plus coûteux et qui sont plus financés. Et le financement des systèmes de protection sociale, il pèse sur l'emploi des jeunes. C'est-à-dire qu'il y a un grand deal aujourd'hui entre ceux qui bénéficient encore du système de protection sociale et ceux qui ne vont plus en bénéficier. On a là un vrai souci, et je suis d'accord avec vous, ça fait partie d'une grande réflexion. Et ce n'est pas en s'envoyant des slogans à la tête, ou en disant « il faudrait que les gens payent plus ». Qui doit payer plus? Les contribuables? Au détriment de la consommation? Les entreprises? Au détriment de la compétitivité et de l'emploi? C'est des sujets difficiles. C'est des sujets difficiles. Donc je crois que ces sujets-là, on ne peut pas les aborder. Ce n'est pas une question de marché versus économie publique. Moi, je suis très attaché au système de protection sociale. Il faut savoir que l'économie de protection sociale américaine, très privée, elle est plus coûteuse que la sécurité sociale. Donc vous voyez, je vais dans votre sens. Elle n'est pas efficace. Donc le coût des soins aux États-Unis est sans proportion avec le coût des soins en France. Ça s'est fait aussi au détriment des revenus des médecins. Les revenus des médecins n'ont cessé de baisser ces 20 dernières années. Ils ont payé aussi une partie de l'amélioration du niveau de protection sociale. Ils ont participé à la productivité. Ça ne s'est pas fait au niveau des laboratoires pharmaceutiques. On a un coût du médicament en France qui est très élevé. Ça c'est clair par rapport à d'autres, parce qu'on a des formes de distribution extrêmement coûteuses. Donc c'est des sujets, je crois, qui vont au-delà de État versus pas État. C'est vraiment des sujets sérieux, importants que vous avez posés. Et je pense qu'il faut les apprécier avec les faits. Ce qui caractérisera le débat public français, je crois, c'est retrouver, je citais Michel Rocard tout à l'heure, si on a pu réformer un peu les retraites en France, c'est qu'on a arrêté de se disputer entre les syndicats à l'époque, on avait créé le livre blanc des retraites. Et on a pu commencer à réformer les retraites. Si aujourd'hui on ne réforme pas le marché du travail, c'est qu'on essaye de réformer le marché du travail dans une assemblée qui n'a pas été élue pour ça, en faisant un 49-3. C'est complètement scandaleux. On ne réforme pas un édifice aussi important, issu d'un modèle social auquel les Français sont attachés, en coup de menton, avec un petit coup de menton en disant les députés là vous faites pas chier, c'est 49-3. Ça n'est pas possible. Je veux dire, surtout quand on n'a pas été élu comme ça. Donc il va falloir qu'aux prochaines élections, et j'ai peur que les prochaines élections on n'en débatte pas, c'est-à-dire qu'en fait on ait un vote rejet. On a eu un vote rejet en 2012, on aura un vote rejet, c'est-à-dire on veut se débarrasser des sortants. Il faudrait que dans les élections, les Français, et là je reviens à votre démocratie, on puisse collectivement s'exprimer sur des faits, qu'on comprenne ces réformes du marché du travail, qu'on compare avec ce qui s'est passé à l'étranger, qu'on arrête les reportages à la télé en 5 minutes où on nous montre que tel pays... On nous dit l'Espagne, ça va mieux parce qu'ils ont réformé le marché du travail. L'Espagne, ça va mieux parce qu'ils ont baissé les salaires. Ce n'est pas la réforme du marché du travail, c'est la baisse du salaire. L'Allemagne, ce n'est pas uniquement la réforme Schröder du marché du travail sur la flexibilité, c'est aussi
l'acceptation d'une stagnation du pouvoir d'achat des Allemands, et avec l'inflation, d'une diminution du pouvoir d'achat réel des Allemands. Les Allemands n'ont pas eu de gain de pouvoir d'achat pendant 10 ans, ce qui n'est pas le cas des Français. Donc quand on fait de la simplification et qu'on croit qu'avec la loi El Khomri, on va créer des emplois, c'est stupide. C'est qu'il faut aller dans la profondeur. Alors vous interpellez les DEC, oui. Alors vous voyez, ça prend du temps, je vous fais des réponses très longues. Oui, ça prend du temps, oui, c'est un débat. Et oui, je suis avec vous, il ne faut pas stigmatiser. C'est pas moi, je ne me situe pas. Enfin, l'ambition que j'ai eue pour les entretiens Nice, ce n'était pas me situer droite-gauche. C'est de dire ce que je pense, j'ai des opinions, c'est normal que je les ai. Mais c'est surtout d'essayer de dialoguer sur ces faits. Et ces faits, ils sont têtus. La France va mal. Et ensuite, on va parler aussi de l'autonomie du politique. Est-ce que la France est autonome politiquement? Ben non. Malheureusement, la France est dans un bloc européen, dans une zone euro. Alors on peut décider d'en sortir. Mais sauf erreur, les gens ne veulent pas en sortir. Et s'ils en sortent, ils ne veulent pas en sortir. Et à ce moment-là, le capital est mobile. Une des caractéristiques de la construction européenne, c'est l'impossibilité de mettre des barrières aux capitaux. Je l'ai indiqué tout à l'heure. Ils ont voté, les grands patrons français, après 68. Vous savez qu'ils ont eu peur, les patrons français, en 68. Ce qui caractérise la France de 68, la France propriétaire, c'est la peur de la rue, d'accord? Et une des réactions, ça a été de voter gaulliste tout de suite après mai 68, les élections ont été un raz-de-marée gaulliste, ça c'est la réaction populaire, mais une réaction de très long terme, ça a été du capital de fuir la France. La France est devenue un pays sans capital. C'est pour ça que la puissance publique a dû se substituer à l'absence de capital privé en France. Ils peuvent continuer. Aujourd'hui, rien n'empêche Total de décentraliser. Rien n'empêche un certain nombre d'entreprises d'aller produire encore ailleurs. Et on peut se retrouver avec une industrie à zéro en France. Personne ne l'arrêtera. Pas un vote au Parlement. C'est pas un vote au Parlement. Donc c'est un sujet extrêmement compliqué aussi. C'est notre souveraineté économique. La souveraineté économique, c'est un sujet extrêmement difficile. Voilà. Alors, on va prendre une dernière question. Malheureusement, notre temps est déjà dépassé. Vous négociez avec le temps de travail du CUM. Oui, bonjour. Donc, moi, j'ai pas eu le temps de préparer ma question à l'avant, donc elle va peut-être être montée un peu de briques et de broc sur la forme, mais j'espère pas trop sur le fond. Voilà, donc je vais vous poser la question. Déjà, vous avez parlé de présupposés. J'ai quand même eu un peu l'impression à travers votre exposé qu'il y avait quand même un présupposé aussi de votre côté, c'était que l'État d'une part et les entreprises d'autre part étaient entre guillemets antinomiques et antagonistes. Alors qu'historiquement, ce qu'on a vu partout, c'est que l'État et les entreprises, au sein d'entreprises capitalistes, parce qu'on ne parle pas ni des coopératives, ni des kolkhozes ou des kibbutz, on parle bien des entreprises capitalistes. Ces deux formes-là se sont développées de manière concomitante et en aucun cas n'ont été contradictoires les unes avec les autres. Il n'y a pas eu de possibilité de développement du capitalisme sans État, donc les deux se sont développés de pair. Maintenant, j'en viens à une question de fond, un petit peu philosophique. Au fond, qu'est-ce qui légitime? Bon, je vais distinguer d'une part la détention des richesses et l'exercice du pouvoir économique. Qu'est-ce qui légitime sur un plan philosophique que ce soit les détenteurs des richesses qui exercent le pouvoir économique? Et si jamais on répond par l'affirmative que c'est légitime que ce soit les détenteurs des richesses qui exercent le pouvoir économique, dans ce cas-là, en toute bonne logique, puisque ces gens-là seraient en quelque sorte plus aptes et plus capables que les autres, ne serait-il pas aussi logique qu'ils exercent de la même manière le pouvoir politique afin qu'il y ait cohérence entre l'exercice du pouvoir économique et du pouvoir politique? Bonjour, oui, on n'a jamais dit qu'il était antinomique, enfin, que l'État d'un côté et les entreprises de l'autre étaient antinomiques. On a simplement voulu faire un point sur les sommes et les investissements qui étaient dépensés par l'État pour aider, en tout cas, les entreprises à développer des emplois et sur, à notre avis, le côté un petit peu mitigé de ces dépenses. Donc il n'y a pas pour nous d'opposition, on n'est pas dans un discours à l'américaine du type il ne faut pas d'État fédéral, etc. On veut simplement peut-être que chacun s'occupe de ses affaires. Après, le deuxième point, mais ça, je pense qu'il faut revenir sur l'idée de démocratie. Le marché, le capitalisme repose sur l'idée que les actionnaires
donnent de l'argent, en tout cas investissent des fonds, et que la contrepartie de cet investissement de fonds, c'est d'une part qu'ils prennent un risque, et que donc en prenant un risque, ils ont un pouvoir de décision. Et je reviens sur la notion de démocratie que vous aviez développée. Au sein d'une entreprise, on élit un conseil d'administration et on élit des dirigeants. Donc on reste dans un système qui est globalement démocratique. Donc la contrepartie, en tout cas, de la mise de fonds, et je ne veux pas dire du pouvoir financier, simplement de la mise de fonds, la contrepartie de la mise de fonds, et il y a un actionnariat populaire, c'est d'ailleurs dommage que cet actionnariat populaire n'existe quasiment plus en France, mais vous avez des pays dans le monde où il existe un actionnariat populaire, et en contrepartie de cet actionnariat populaire, vous avez un pouvoir de décision qui se manifeste au sein d'un conseil d'administration, d'un bureau, d'un président, etc. etc. Pour aller encore plus loin dans la réponse, parce qu'il y a une question, c'est quel est le meilleur mode de création de richesse, en fait? Parce que derrière votre question, il y a cette question de fond. L'idée est qu'on peut avoir deux modes de création de richesse, en fait. On peut avoir un mode de création de richesse qui part effectivement de la détention de la propriété privée, de l'exercice des droits privés de propriété. Voilà. Et c'est imparfait, mais et en gros... la décision se prend sous la pression des actionnaires qui exercent leurs droits, propriété et vote, et fait que ces décisions qui satisfont les actionnaires sont les meilleures décisions pour les entreprises, et que si toutes les décisions les meilleures pour les entreprises s'agrègent, c'est une loi de Pareto d'optimalité, on a un optimal social. Et puis il y a des gens qui disent non, l'optimal social on ne l'atteint pas comme ça, et plein d'explications, et donc on va plutôt essayer ex-ante d'avoir un acteur différent, élu, on espère, démocratiquement, qui va prendre des décisions, et qui va donc allouer la décision dans l'économie. Les résultats, dans le premier cas, on sait qu'il y a des limites au modèle, dans le second cas, on les a testés, ça ne marche pas du tout en fait. Voilà. Donc c'est franchement pas notre philosophie. Et c'est vraiment, et c'est pas étonnant de la part d'une école de gestion quelque part. Donc je veux dire là, si vous appelez ça un présupposé, non, nous c'est un bilan donc de l'histoire. Les équilibres ex-ante sont jamais les équilibres ex-post. Donc il faudrait que l'État soit capable de connaître les équilibres ex-ante. On n'y croit pas. En finance, on sait qu'on ne peut pas prévoir les rendements futurs, donc on sait qu'on ne peut pas avoir un bon équilibre ex-ante. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut, à mon sens, être modeste, y compris en finance. Le deuxième sujet, c'est la compatibilité entre l'État et l'économie et l'État. Bien sûr qu'il n'y a pas de développement capitalisme sans un certain nombre de conditions. Si on a pu avoir une croissance en Europe, c'est qu'on a mis fin aux famines, aux maladies, à l'insécurité, qu'on a pu organiser la sécurité du commerce, qu'on a fait fin au piratage ensuite, etc. Tout le développement économique capitaliste s'est fait sur un rôle de l'État de plus en plus grandissant sur la santé, etc. Et là, on vient ensuite à la cohésion du corps social. C'est qu'aujourd'hui, la sécurité, elle revient à l'ordre du jour. Et on appelle ça aussi cohésion du corps social. S'il n'y a pas un État qui vient assurer une cohésion du corps social, et pas uniquement donner des baffes quand les mecs ont franchi les lignes rouges, mais évite que ça arrive, ce qu'on appelle la cohésion du corps social, alors là, on va avoir de grosses difficultés. Et là aussi, on ne pourra pas avoir une économie prospère. On n'a pas une économie prospère. Poutine, quelque part, est arrivé dans le moment où il y avait explosion du corps social, c'est-à-dire que la fin de la Russie, de l'Union soviétique a été trop rapide et a été aussi accélérée par les puissances occidentales, et donc il est revenu pour remettre de l'État et remettre de l'organisation. Bon, il a mis aussi un système de corruption à lui, je pense qu'il en a bien profité, mais les Russes lui en sont gré. Hein, Poutine, il reste parce qu'en Russie, il est populaire, il faut arrêter. C'est pas parce qu'il arrête tout le monde tous les matins. Ça, c'est un fantasme très parisien, on va dire. Hein. Donc voilà. Donc là, il y a un besoin d'ordre et de cohérence sociale. Si vous avez que l'ordre, ça finit très mal. Mais il faut la cohérence sociale. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que le modèle économique européen, c'est pas un modèle économique américain, où la cohésion sociale, elle finit par des prisons à vie et une augmentation sans cesse du nombre de prisons. Et des minorités qui sont généralement tuées avant même d'avoir vu s'ils étaient coupables. Non, le modèle de l'économie sociale de marché, qui est inspiré finalement de l'Europe du Nord, hein, c'est un modèle où on crée les richesses par le capitalisme, on crée les richesses par l'entreprise privée et la décision individuelle, mais on a une forte redistribution de ces richesses, l'économie sociale de marché. Mais l'idée, c'est qu'on ne peut faire de la redistribution que si on fait de la croissance. Et le drame de nos pays aujourd'hui,
c'est qu'on continue à vouloir faire de la redistribution, mais à crédit. Et on se met dans un état de non-souveraineté économique. Alors après, on peut dire on répudie les dettes. Les quelques pays qui ont répudié les dettes récemment, ça s'est mal fini. Ça s'est mal fini. Voilà. Alors, on va remercier le CUM de nous avoir accueillis ce soir. Merci à nos deux professeurs. Le cycle des entretiens de Nice est terminé. Vous pouvez continuer à retrouver les professeurs et leurs recherches sur le site. On va l'afficher. Et donc, on recommencera en janvier. Pour avoir... on est extrêmement frustrés parce qu'effectivement, il y a beaucoup de questions, on avait beaucoup d'échanges possibles encore. Donc, effectivement, en janvier, de nouveaux entretiens. Remercions encore le CUM. Agnès Rampal, merci. Vous êtes déléguée à l'Euro-Méditerranéenne au CUM et au Rapatrié, adjointe au maire de Nice. Et donc, vous nous avez fait le plaisir d'être là à chaque fois. Merci beaucoup de nous avoir suivis, d'avoir rendu ces entretiens possibles. Merci à l'ADEC d'y avoir pensé et de les avoir animés. Merci beaucoup. Et puis, un petit clin d'œil, parce que les médias se font taper dessus régulièrement par Noël Aminck. Nice Matin, une ligne politique éditoriale extrêmement positive, et on construit avec les entreprises locales. Lisez-nous, continuez. On ne parle pas que des trains qui n'arrivent pas à l'heure.